d'or. Voici les vedettes de notre spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rezut, et rezut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous croyez, merde? Au cirque? Ça, c'est du spectacle. Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. À peine sortis du festival de Gérardmer et, il faut bien le dire, dans un piètre état. Nous voici déjà entrés dans le mois de février pour notre 4e podcast hebdomadaire, ce qui fait de facto notre quasi premier mois d'anniversaire. Et comme rien ne vous échappe, j'en suis sûr, février, vous savez que c'est aussi le mois de mon propre anniversaire. On ne peut vraiment rien vous cacher. Vous pouvez envoyer vos cadeaux à Réaliser sans trucage, CEDEX 666, Gloire à Satan sur Moselle. Bref, vous le savez, le cinéma c'est la vie et c'est pour ça qu'on est là et tout ce que vous allez entendre est bien entendu réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ouh là là, vous avez une petite mine quand même, Sophie. Qu'est-ce que c'est que ce petit teint un peu palichon? C'est Gérardmer qui t'a mis dans un été pareil? Je vois pas ce qui te fait dire ça. C'est-à-dire qu'en même temps, par rapport à Simon, tu brilles de mille feux. Oui, mais bien sûr, mais parce qu'on a voulu tenter, il faut que nos auditeurs le sachent, une expérience socio-mimo-dramatique, à savoir qu'est-ce qui se passe si Simon ne regarde pas les films et ne fait que boire. Eh bien, écoutez, je suis capable de parler des films, mais je ne les ai pas vus. Si tu veux bien lâcher cette croûte de Munster, il faut arrêter, on est à Paris maintenant. C'est mon ongle. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Le grand Hervogien ne t'a pas complètement ressourcé. Ah non, clairement pas. Non, je vais mettre du temps à m'en remettre, je me rends compte, c'est dur. Et Alexis, tu es peut-être le plus frais d'entre nous. Oui, mais d'apparence seulement. Parce qu'à l'intérieur, c'est le bordel. Oui, à l'odeur, ça se sent aussi. Bref, je vous rappelle que nous sommes toujours friands, non pas de vin et de raclette, mais de vos commentaires sur les réseaux sociaux, @RSTrucage sur Twitter et sur Insta. Parlez-nous, aimez-nous, diffusez-nous, massez-nous. Michel Houellebecq. Non, pardon. Excusez-moi, ces images mentales, mon Dieu, quel enfer. Allez, au programme cette semaine. Oui, c'est un peu sale, je vous avoue. Je sais pas, c'est une proposition comme une autre. Je suis pas convaincu de celle-là, moi. Non, si vous savez pas de quoi on parle, n'allez surtout pas regarder, parce qu'une fois que What Have Been Seen cannot be unseen. Allez, on y retourne. Au programme cette semaine, Toc Toc qui est là. C'est le dernier Shyamalan. Un été en Turquie et le souvenir d'un père disparu. 30 ans de fresques familiales ivoiriennes en banlieue. La montagne, ça vous gagne un peu trop, mais on commence par la sortie XXL de la semaine, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet, casting XXL, Gilles Lelouch, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Jonathan Cohen, Zlatan Ibrahimovic, exploitation XXL, 950 salles en France, jusque dans ce recoin où résistent les irréductibles Gaulois. Résisterez-vous au décollement de rétine? Tentative homéopathique avec juste un petit extrait sonore. Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne nous demander de l'aide à nous? Non et non. Moi, je suis d'accord. J'ai rien en ce moment. Je t'arrête. La princesse et moi, on va se marier. Et tu sais quoi, Obélix? Tu seras mon témoin. Oh, mais c'est pas vrai, il est en train de lui parler, il est en train de nous balancer. Oh, Vous faites quoi là? Rien. Je vais vous montrer comment on se bagarre en Chine. Moi aussi, je suis amoureux. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet, les gogoles plutôt, non, Simon. C'est pas mal. Alors, moi, ces dernières semaines, je n'ai pas fait partie des gens, des professionnels de la profession, qui ont pu découvrir cette création filmique. Intimiste. Audiovisuel. Filmique, enfin un truc, quoi. Je n'ai pas pu la découvrir en projection de presse au cours de ces dernières semaines, mais donc j'ai vu éclore, telle la rosée du matin, les avis, pour l'essentiel désastreux, tant des professionnels de la profession que des gens qui avaient vu le film en avant-première. Et je dois dire que je suis un peu surpris. C'est-à-dire quoi, grosso modo, le film se fait attaquer. Pourquoi? Parce qu'il est nul. Les gens lui tapent dessus parce qu'il est mauvais et disent que c'est affreux parce que c'est moche. Je trouve que c'est un peu facile. Pourquoi? Et là j'ai l'air de troller, mais je ne troll qu'à moitié. Je demi-troll. C'est-à-dire que si on essaye de s'extraire un petit peu de cette idée selon laquelle, et vous pouvez le regarder en voyant les extraits qui ont été publiés officiellement du film, selon laquelle le résultat est d'une laideur à nul autre pareil, que la gestion de l'espace dans toutes les scènes, y compris les scènes de dialogue, ce qui est rare, est complètement azimutée. Si vous arrivez à oublier que la photo est immonde,
vous allez quand même remarquer un truc, 2 éléments qui ne sont pas si anodins. Oubliez beaucoup de trucs quand même. Hein. Le problème, c'est que quand la rétine qui saigne, ça fait comme une sorte de voile qui permet de ne pas voir toutes les nuances que tu t'apprêtes à décrire. Absolument. Et moi, à un moment, j'ai enlevé mes lunettes et je disais, ça va quoi. Il faut dire que tu es très myope. Absolument. Non, plus sérieusement, je voudrais souligner 2 choses avant d'en passer à l'équarrissage. Il y a un certain nombre de blagues, de vannes écrites dans le film qui sont à mettre au gré de ses scénaristes, qui sont pour le coup dans la vraie tradition d'Astérix, du jeu de mots d'Astérix, de la manière d'écrire et de rythmer les dialogues tels que les bandes dessinées d'Uderzo et Goscinny l'avaient posé. Et c'est pas anodin parce que mine de rien, à part l'opus de Chabat, il me semble qu'il y a les autres films n'ont jamais essayé ou ne sont jamais parvenus à imiter ça. Là, c'est pas trop mal fait, je le note. À plusieurs moments, c'est pas trop mal fait, je le note. Je note également que la présence de Gilles Lelouch en Obélix, que bien des âmes chagrines ont vomi à l'avance sur les réseaux sociaux, moi y compris, cette présence, elle est plutôt très bien. Je pense que c'est évidemment un bien meilleur Astérix un bien meilleur Obélix que Depardieu. Et il a notamment compris quelque chose qui était évident dans la BD, c'est qu'Obélix est un être tendre et gentil, là où Depardieu en faisait un espèce d'être différent. Et donc, non, très sérieusement, c'est un bon Obélix. Alors après, voilà, vient le problème d'un film qui aurait dû être tourné quand a surgi la pandémie il y a maintenant 3 ans, qui donc a vu son agenda de tournage complètement modifié, complètement bouleversé, ça se sent, qui n'est pas maîtrisé techniquement, ça se voit. Il faut préciser que ça devait être effectivement tourné en Chine, ça a été tourné dans le Puy-de-Dôme. Non, je crois à Brie-sur-Marne. Alors, ils ont tourné dans les studios de Brie-sur-Marne pour tout ce qui est intérieur, mais ils ont tourné toutes les parties extérieures et notamment l'espèce de gigantesque fort à la fin du film, sans trop spoiler, dans le Puy-de-Dôme. Oui, et ça se voit un petit peu. Ça se voit un petit peu parce que si tu veux, au lieu de l'Empire du Milieu, t'as un film qui arrive à pied par la Chine, quoi. Et c'est une contrepétrie. Non, et après, il y a un véritable problème dans le film, mais comme dans tous les films de Guillaume Canet, c'est Guillaume Canet. C'est-à-dire que le problème, c'est que Guillaume Canet a un premier souci quand vient l'heure d'adapter Astérix, c'est qu'il n'est pas drôle. Il n'est pas drôle, je pense qu'il n'est pas très heureux en ce moment. Et il y a même des moments où dans le film, son personnage est odieux. Astérix n'est pas odieux. Et donc, il parvient à rendre le film odieux. Bref, c'est bien moins nul que notamment le premier opus de la saga et que le 3e opus de la saga. Ça reste mauvais, mais pas autant qu'on veut bien le dire. Ce n'est pas exactement un avis que tu partages, Alexis. Non, je le partage pas du tout parce que... Alors... attends, excusez-moi, j'ai pas dit que j'avais pris mon pied. Bien sûr, mais c'est ce que tu as dit. Le fait est que je suis un petit peu d'accord avec toi sur le premier de Claude Zidi, parce que le premier de Claude Zidi est, je pense, d'un point de vue de DA et de technique, à peu près bien géré la plupart du temps, mais par contre il a juste complètement trahi le matériau de base. Il en a fait par moments une espèce de comédie d'horreur chelou, purulente, dégueulasse. On est chez les visiteurs, qu'on n'est pas dans Astérix, et ça marche vraiment pas du tout. Par contre, pour moi, on est vraiment pas loin du 3e film en termes de désastre. Astérix aux Jeux Olympiques, exactement, en 2008. Réalisé par Thomas Langman et Frédéric Forestier. Avec Clovis Cornillac en Astérix. Exactement. Et énormément de cocaïne. Oui, beaucoup, et certainement. Mais en fait, pour moi, il y a exactement le même problème dans les 2 films. Je vais donner un exemple pour m'expliquer. Dans Astérix aux Jeux Olympiques, alors ma mémoire sur le film n'est pas toute fraîche, mais je me rappelle que dans la course de chars, il y a un des coureurs qui est joué par Michael Schumacher, à l'époque où il pouvait courir. Et, pardon. Je suis désolé. La pente est glissante. Ouais, je me suis rendu compte. Bonne réponse. J'ai lancé la ligne, je savais que ça allait mordre. Non, mais en fait, il y a donc ce coureur joué par Michael Schumacher. Michael Schumacher qui est donc dans un char couleur rouge Ferrari, et c'est pas n'importe quel rouge, c'est vraiment le rouge brandé Ferrari, et le char fait des bruits de Formule 1 quand il prend les virages. Ce qui veut dire que avant même d'avoir un personnage de coureur de char, ils se sont dit, ce serait pas mal d'avoir Michael Schumacher dans le film, ce serait quand même classe, mais qu'est-ce qu'on pourrait lui trouver comme rôle ? On pourrait lui trouver le rôle d'un coureur de char, puis on pourrait mettre le char rouge, puis le char pourrait faire des bruits de Formule 1. J'ai le même sentiment dans le film, c'est-à-dire que, comme Simon me l'a fait remarquer, parce qu'on en a un petit peu discuté avant, oui, des caméos, il y en a dans les BD Astérix. Là, par exemple, il y a une scène de baston avec Zlatan Ibrahimovic, et je pourrais me dire, ok, bon, le personnage c'est Zlatan Ibrahimovic, il fait la gueule tout le long du film, il balance des répliques hyper mégalo, et il met des coups de taekwondo aux gens, très bien, il n'y a pas de souci, sauf que c'était peut-être pas la peine de le faire en plus, dribbler
avec un casque de centurion. C'est-à-dire que là, il y a un moment où ma suspension consentie d'incrédulité, elle se pète la gueule. Parce que, ok, je peux assumer de voir Zlatan Ibrahimovic, qui est pas un acteur, et putain, ça se voit. Je peux l'assumer. Et qui parle un français très réduit. Ah bah, j'ai pas compris une seule de ses répliques, donc plus que réduit. Je peux comprendre. Ok, on se dit, c'est un peu classe, et c'est vrai qu'il faut quand même le rappeler, Zlatan Ibrahimovic, c'est pas juste un footballeur, c'est un artiste martial. Donc, le voir mettre des tatanes sans doublure, bah oui, Simon, si tu vois les coups de pied qu'il met à l'époque où il joue au PSG, tu vois qu'il y a de l'art martial derrière. Hein. Ouais. C'est la même personne que Jet Li. Ça écrit presque pareil. Ouais, c'est ça. Non, mais on voit que. 3 consonnes et hop. On voit bien qu'en plus, il a une carrure très particulière, difficile à imiter. On voit bien qu'il est pas doublé. Quand il met des fions à des ennemis, on voit bien qu'il est pas doublé. Le truc, c'est que peut-être on n'était pas obligé de le montrer en train de dribbler, et peut-être qu'on n'était pas non plus obligé de le montrer en train de célébrer par-dessus la foule comme une star de football. C'est-à-dire qu'il y a un moment où moi, j'ai l'impression que le film me hurle au visage qu'il est un film, que ces personnages n'existent pas, et qu'en l'occurrence, la moitié de son casting est juste là pour me faire un appel du pied et me dire t'as vu, t'aimes bien ce mec-là ? On l'a mis dans le film. Il sert à rien, hein, mais il est dans le film. C'est du pur marketing. Et en cela, pour moi, c'est la même démarche que Thomas Langman et Frédéric Forestier. Sophie, tu sauves une vanne. Laquelle ? Ouais. Alors, c'est une blague visuelle, donc ça va être difficile. Eh bien, tu vas la mimer. Parce que tu sais qu'ici, nous sommes très fans du mimeaudrame. Non, mais c'est une des nombreuses grotesqueries faites par Jonathan Cohen qui... En fait, quand on met un acteur comique, surtout qui sait aussi bien gérer l'impro, etc., on sait qu'il va y avoir sur 250 vannes, au moins 1, 2 ou 3 qui vont marcher. Parce que ça a toujours été, en fait, le trop-plein de jeux de mots, etc., a toujours fait partie de ce personnage un peu bancal. C'est le cas dans La Flamme, dans Le Flambeau, c'est le cas dans Serge le Mytho. Enfin, ça a toujours été sa caractéristique. Et donc, au début, je le trouve un petit peu essoufflé parce que entouré d'un espèce de carcan qu'on lui impose, on n'arrive jamais trop à savoir s'il est à l'aise ou pas dans ce rôle-là. Il y a pas mal de choses qui me gênent, et en même temps, c'est peut-être le seul qui m'a fait rire, lui et José Garcia, mais je pense qu'Arthur nous en reparlera. Néanmoins, juste pour revenir sur ce que vient de dire Sophie, il y a un truc à prendre en compte. Je ne sais pas à quel point tout cela est vrai, mais Guillaume Canet a expliqué en interview qu'il n'y a pas pu avoir beaucoup d'improvisation parce que chaque ligne a dû être validée par les ayants droit de Uderzo et de Goscinny. Anne Goscinny. Notamment. Donc là-dessus, il dit il y en a eu quelques-unes, et moi aussi ça m'a surpris parce qu'en fait on a l'impression que Cohen est en impro tout le temps. Et en même temps, ça sent qu'il est un peu... C'est pour ça que je parle de carcan, c'est-à-dire qu'on est sur cette espèce d'ambiguïté de jeu permanente. C'est-à-dire que moi, tout le début, je le vois très contraint, avec des lignes de dialogue qui ne lui correspondent pas complètement. On sent que c'est un petit peu trop écrit. Puis de temps en temps, il y a des espèces de fulgurances. Donc là, on se dit que c'est de l'impro, mais alors que peut-être pas. Ouais. Bon, moi, la vanne, c'est vraiment une grosse gifle à un personnage qui arrive de nulle part, et ça m'a fait rire. Et c'est moi ce qui m'emmerde vraiment dans ce Astérix-là, c'est qu'il ne choisit pas son image. Je parle vraiment de photographie. On a alors déjà, je la trouve extrêmement grise, et il y a un vrai problème de saturation, c'est-à-dire que le ciel est toujours extrêmement blanc, ce qui fait en fait perdre ce côté un petit peu graphique, BD, coloré, un peu sympathique, un peu pop, qui... En plus, elle est avec une imagerie pour enfants parce qu'on sent à pas mal d'aspects qu'il a voulu faire quelque chose d'un peu plus jeunesse et un peu plus pour un public vraiment post-ado, pré-ado, voire même enfant, j'arrive pas trop à savoir. Mais en fait, le fait que l'image soit aussi grise, ça contraste en plus avec les quelques passages en dessin animé ou en animation qui sont l'animation des cartes, comme dans tous les Astérix, qui là sont hyper pop. Donc, moi, visuellement, le film me dérange beaucoup parce que je trouve ça extrêmement laid. C'est très très curieux parce que justement, on pourrait revendiquer, on pourrait imaginer effectivement une image pop, une image un peu flashy, une image comics entre guillemets ou bande dessinée. Or, moi, ce qui me surprend, c'est que tout est plat, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune profondeur de champ, tout est collé, tout fait extrêmement faux. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans un mauvais décor. Tout a l'air petit. Tout a l'air petit, en fait, exactement. Il n'y a pas d'ampleur du tout. Mais Arthur, toi, tu serais plutôt comme Simon, tu veux pas y aller en tapant à bras raccourcis? Non, j'ai des griefs contre le film. C'est juste que moi, sur certains pans, je le défends un petit peu. Je défends effectivement Lelouch. Je défends Cohen. Moi, José Garcia m'a étrangement beaucoup fait rire, même si c'est juste un accent portugais. José Garcia, faut rappeler quel rôle il a. Il joue le biographe de César, qui a un accent portugais, des fausses dents et. Je supporte pas les gens qui font des accents.
Moi, j'ai César Cassel. Je trouve que Cassel a vraiment la gueule de l'emploi il interprète ça plutôt bien. Bon, c'est dommage que le personnage soit pas très bien écrit, mais voilà, il y a des trucs qui fonctionnent. Et puis, comme le disait Simon, moi, j'ai un chouï pitié du projet parce qu'effectivement, tu sens que tout avait été pensé, réfléchi, construit pour être tourné en Chine. Et qu'ils se sont dit, merde, comment on fait ? Comment on fait pour retranscrire un décor, une ambiance, avoir plus de figurants, avoir... Ouais, je suis d'accord avec vous sur le principe, mais en fait, le truc, c'est que c'est des problématiques que beaucoup de films ont rencontrées dans d'autres circonstances et avec des économies souvent bien plus fragiles, parce qu'on parle quand même d'un film qui est budgété à 65-70 millions d'euros. 65, ouais. C'est pas rien, quand même. Mais je pense que justement, une grande partie du budget vient du fait qu'ils ont dû reconstruire beaucoup les rues de Shanghai. On sait qu'il y a eu... je suis d'accord, il y a eu énormément de dépenses annexes, mais il y a par exemple des idées de cinéma qui ne fonctionnent pas dès lors que tu ne tournes pas dans les véritables décors. Il y a notamment, je me souviens de un plan que j'ai retenu parce que je me suis vraiment dit waouh, là c'est chaud, où on a une espèce de travelling aérien que je suspecte d'avoir été composé intégralement en images de synthèse, j'en suis pas sûr à 100%, mais d'un plan aérien sur des monticules rocheux typiques de l'architecture, enfin de l'architecture typique de la géologie là où il y a la prison, chinoise, exactement, là où il y a la prison, et il y a vraiment un travelling, lui pour le coup totalement numérique, qui va à fond la caisse pour rentrer dans le bois. Et on a un fondu enchaîné, et là d'un seul coup on est à une forêt française, 30 minutes de Clermont-Ferrand en bagnole, quoi. Et ça se voit. Et en fait c'est con, mais il n'aurait pas fait ce fondu là, je n'aurais peut-être pas tilté que le décor est vraiment un décor typiquement français européen et pas du tout une végétation qu'on peut trouver en Chine. Or, comme il fait ce fondu parce qu'il avait probablement prévu de le faire à la base, là d'un seul coup l'artificialité de son décor elle nous pète à la gueule, parce que je pense que Guillaume Canet n'a pas pensé en termes de cinéma cette contrainte géographique. Il s'est juste dit ah merde, on va pas pouvoir tourner là où on veut, est-ce qu'on peut avoir des décors en studio ? Oui, on peut les avoir. Très bien, let's go. C'est peut-être pas suffisant de réfléchir comme ça. En tout cas moi le film m'apparaît vraiment comme le produit de cette erreur-là. Simon, comment est-ce qu'on peut planter manifestement à ce point-là ce qui est censé être le film d'appel de cinéma grand public français, la grande comédie populaire, 950 salles, comment est-ce qu'on peut se prendre les pieds dans le tapis à ce point-là? C'est pas la première fois, ce sera certainement pas la dernière, mais là c'est quand même assez spectaculaire. Alors moi je vais émettre une théorie qui va au-delà du chaos engendré par la pandémie, quand même il est bien réel évidemment, mais moi je me pose une vraie question. On sait en fait que plusieurs des chefs de poste, que ce soit metteurs en scène, les décors, etc., qui ont été recrutés sur le film, ont été recrutés sur casting pour rentrer dans la franchise Astérix, qui est un des fleurons du cinéma français. Je suis pas du tout ironique quand je dis ça. Il faut savoir qu'Astérix, c'est une bande dessinée qui est lue à l'international. Un Astérix, ça sort dans 40-50 pays. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir regarder le box-office à l'aune de son budget français. Il va pas falloir se dire il a fait que 3 millions d'euros, il a fait que 3 millions d'entrées, il peut pas se rembourser. Non, c'est un film qui va se vendre dans toute l'Europe et dans pas mal de pays à travers le monde. Mais j'ai l'impression, et encore une fois, ça n'est qu'une théorie, je me demande, sachant qu'il y a pas mal de postes qui ont été faits au casting, à savoir quel est ton CV, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas machin. Faut pas oublier que le cinéma, quand bien même c'est hiérarchisé, un tournage, quand bien même on a, nous, cette mystique de l'auteur-réalisateur qui donnerait le là et qui serait celui qui fait le film, en fait, un film, sur son tournage, et déjà avant et encore après, c'est une entreprise collective. Eh bien, si on est face à un espèce de giga-budget qui est animé, mis en branle par des gens qui ne se sont pas choisis, qui n'ont pas envie de travailler ensemble, qui ne sont pas là pour faire la même chose, mais qui ont été pris sur casting, eh bien, c'est peut-être ça qui peut expliquer à certains moments l'indigence technique incroyable. Comment vous dire ? Moi qui d'habitude peux avoir la dent dure, là j'avais vraiment l'impression d'être un piranha sous cocaïne invité à commenter les handisports. Il y a notamment un truc qu'il y a dans tous les Astérix, que ce soit les BD ou les films, à savoir l'attaque des pirates. Et là, c'est dingue, c'est-à-dire que je ne comprends pas les références qui sont employées. Non pas que je les reconnais pas, je ne comprends pas pourquoi elles sont employées en termes de généalogie, de chronologie du projet. Géographiquement, je ne comprends pas où sont les personnages et ce qu'ils font. Il y a des plans où il y a des effets spéciaux physiques, matériels super bien réussis. Tu as des plans où tu as des effets spéciaux numériques infects. Et à aucun moment, je ne comprends ce qui se passe. C'est impossible d'avoir un film aussi cher, aussi semble-t-il, maîtrisé dans sa production, qui donne un rendu pareil. Et donc je me demande si tout simplement le fait d'avoir voulu ramener de briques et de broc une équipe qui n'a pas de sens avec un budget géant, ça ne donne pas un des plus gros aides
techniquement de ces dernières années. Arthur. Je pense qu'il y a un autre truc à prendre en considération, effectivement que le visuel ne va pas. Je pense qu'il y a un gros problème de fond d'écriture. Le problème, c'est que c'est Guillaume Canet qui le fait. C'est-à-dire il faut rappeler que c'est le premier Astérix qui ne s'inspire pas d'une aventure initiale écrite par Goscinny. Déjà, et que Guillaume Canet l'a dit en interview là aussi, qu'en fait, il a bossé avec 2 scénaristes, mais qu'il s'est réapproprié le scénario et qu'il y a injecté ce que lui avait. Et donc, comme à chaque fois, Guillaume Canet parle de lui, parle de ses angoisses, parle de ce qu'il l'habite. Récupérer sa femme. Bah oui, parce que non mais il faut le dire, au départ il devait jouer le rôle de César, et il a écrit le rôle de César comme quelqu'un qui n'arrive pas qui perd Cléopâtre et qui va envahir la Chine pour la récupérer. Or il l'a écrit en sachant que c'est Marion Cotillard qui allait jouer Cléopâtre. Et il a écrit ce personnage pour que ce soit lui au départ. Bref, c'est Guillaume Canet qui parle de lui, mais même dans le rôle d'Astérix, le fait que ce soit un loser, qu'il n'y arrive pas avec les femmes, qu'il a envie d'arrêter pour essayer de reprendre le contrôle de sa vie, arrêter la potion magique pour reprendre le contrôle de sa vie, mais qu'il n'y arrive pas, c'est ce que fait Guillaume Canet sur tous ses films. Le problème, c'est que ça va aussi de pair avec tout ce que fait Guillaume Canet, à savoir que c'est pas drôle, qu'il essaye de parler de son époque, mais qu'il le fait de manière très maladroite, parce que quand il parle, par exemple, le fait que Astérix soit vegan, ça amène à des blagues boomer vraiment pas possibles, où oh arrête, tu nous fais tout chier avec ton véganisme, et à la fin il dit c'est toi qui avais raison depuis le début, je vais me prendre une petite cuisse de dindon. Il y a un truc qui est à la ramasse complet, même quand il va caster, justement, pour rejoindre un peu ce que disait Alexis tout à l'heure, quand il va caster Orelsan ou Angèle, il leur fait citer les propres morceaux. Mais là, on est dans le truc à la Langman, quoi. C'est-à-dire que, ok, t'as casté Angèle parce qu'elle ressemble un peu à Falbala, et encore, Sophie et moi, on n'est pas trop d'accord là-dessus, mais moi, ça marche un peu. Casta, même Laetitia Casta, ça marchait mieux, parce qu'à un moment, oui, elle a les baby eyes, genre tout grand et tout. Elle a l'air d'être une poupée toute mignonne. Sauf que, ils ont été obligés de la rembourrer de ouf pour lui donner un peu le corps de Falbala, ce qui, moi, me gêne un peu. Mais surtout, Angèle, elle a ce truc de jeune fille toute douce et toute mignonne, et ils lui font jouer une connasse. Ce qui est même pas le personnage de Falbala. Ah, mais même sans parler. Je suis pas d'accord. Non, mais en fait, sans être d'accord Alexis. Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un menhir, franchement, qui parle comme ça? Mais alors, je peux comprendre le fait qu'ils se disent spontanément, ah tiens, Angèle en Falbala, l'illusion pourrait marcher, parce que de fait, effectivement, ils ont rajouté des prothèses pour qu'elle ait un peu plus la silhouette de la bande dessinée, mais du coup, avec les prothèses, ça fonctionne. Mais en général, avec les prothèses, ça fonctionne. On peut s'arrêter là, en fait. On peut s'arrêter là. On peut se dire, ok, on a trouvé une chanteuse qui va jouer le rôle de Falbala, le temps de séquence, voilà, c'est bon, c'est plié. Ah bah non, faut transformer le scénario, parce que maintenant qu'on a Angèle, faut mettre des répliques de ces couplets dans le scénar. Et c'est pareil avec Orelsan. Mais ce qui est surprenant, c'est lourd, quoi. Ce qui est surprenant, c'est qu'à côté de ça, je trouve qu'il y a certains seconds rôles qui sont vraiment réussis. Par exemple, la femme du maire qui est jouée par l'ami, elle est super. Ça marche de ouf. Ça fonctionne trop bien. Jérôme Commander en maire, ça fonctionne super bien. Et puis surtout, Philippe Catherine en Assurance Tourix, c'est parfait. Donc c'est très surprenant qu'il ait aussi bien casté une partie et aussi mal casté l'autre. Et puis pour revenir à l'écriture des blagues que je trouve très datées, je pense qu'il y a certaines vannes de Manu Payet qui vont très mal vieillir. C'est possible, oui. Il y a des trucs qui passent déjà peu maintenant, et je me demande comment ça va vieillir. Sur la taille de la bite des personnes asiatiques, par exemple. Par exemple. Pardon. Excuse-moi. Allez, juste en un mot, si vous deviez sauver une chose de ce film, Alexis. Audrey Lamy. Ça fait 2 mots du coup, mais je sauverai Audrey Lamy. Audrey Lamy. Gilles Lelouch. Ah oui, non, mais c'est vrai. Ce ne sont pas des choses, ce sont des personnes techniquement. Non, mais tu veux qu'on sauve des choses? Non, mais Simon a raison. Le Obélix de Lelouch est vraiment bien. Ouais. Oh putain. Bah si, le costume. Les costumes sont très beaux. Et apparemment, ils ont été pigmentés un peu à l'ancienne et tout. Voilà. En vrai, ça se voit peu malheureusement. Là, ça se voit peu parce que l'image numérique est dégueulasse, mais les costumes sont beaux. Sophie. L'ami. Audrey Lamy. Non. Gilles Lelouch. Ok, bon, très bien. Je vous remercie vraiment de vous plier à ce que j'essaie de faire de vous. C'est mais compliqué. C'est qu'il y a Gilles Lelouch. C'est parce qu'il n'y a pas grand-chose à sauver. Et vous, mais il y a des gens à sauver. Et vous qui nous écoutez, est-ce que vous êtes plutôt potion magique ou potion tragique? Eh oui, ça c'est un boulot. À vous de nous décrire tout ça et de nous dire ce que vous avez pensé de ce Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet, dans les commentaires sur notamment nos réseaux sociaux. Et puisque, en actu de la semaine, Arthur, on est dans les gros bousins vilains. Ouais. Et si on parlait de DC Comics? Yes, super, allons-y. Il y a eu des annonces hier. La boîte à comics cherche à imposer une sorte de nouvelle ligne et de sortir un peu du marasme qui a fait qu'ils ont aussi produit des choses assez laides. Oui, non, c'était dans la nuit du 31 janvier au 1er février que DC a fait une espèce de live pour annoncer quelle était la ligne directrice
de la nouvelle tête, des deux nouvelles têtes pensantes de DC Studios, maintenant qui s'appelle plus DC Films, par James Gunn, qui est donc le réalisateur des Gardiens de la Galaxie et de Suicide Squad, et de Peter Safran, qui est le producteur d'une grande partie du Snyderverse. Ils ont fait un long stream où ils ont teasé plein de nouveaux projets, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'en dehors d'une série Green Lantern et d'un film Supergirl qui n'excite pas grand monde, ça a été une vraie rupture sur ce qu'a été les films DC et ce qu'ils seront à l'avenir, sur effectivement ce qu'a été les films de Zack Snyder, donc Man of Steel, Batman vs Superman et Justice League. Bref, ça change pas de ce qui était déjà le cas avant, mais il a été ancré dans le marbre que maintenant il y aurait deux univers DC, le DC Universe qui est donc tous ces super-héros à la con qui jouent tous ensemble, et le DC Elseworlds qui est là où on trouve le Joker de Joaquin Phoenix, le Batman de Robert Pattinson, et prochainement un Black Superman qui est en cours d'écriture, et voilà. Il y a quand même 2-3 petits trucs un petit peu de loin excitants, parce qu'on va pas se mentir, James Gunn, son Suicide Squad, je sais qu'il y a beaucoup de gens autour de ça qui l'apprécient. Oui, vraiment. Et qui est vraiment plutôt intéressant. Non, il y a un projet moi que je trouve assez intriguant. C'est qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire une série sur l'île d'où vient Wonder Woman, qui est Themyscira, merci. Et que l'ambiance serait à la Game of Thrones. Et donc je me suis dit, mais comment ça peut être ça, vu que dans les j'ai la flemme d'avance. Vu que dans les deux premiers films de Patty Jenkins, c'est hyper coloré et hyper saturé, comment on peut donc faire toujours avec Gal Gadot. C'est pas dit, je ne pense pas. Ouais, en fait, non, ils ont annulé clairement. Wonder Woman 3, donc je ne pense pas. En fait, ce qui a été dit par James Gunn, c'est justement qu'un peu tous les anciens, on les tège. C'est pour ça que Henry Cavill ne sera plus Superman. C'est pour ça que clairement, il a dit après. Donc là, il nous reste Shazam 2 et The Flash. Et après The Flash, fuite, tous ces gens-là à la poubelle, on recommence. Et après The Flash, Vuit, c'est le bruit que fait Flash quand il court vite. D'accord. Il fait vuit. C'est aussi le bruit que fait Simon quand il se réveille, qui glisse sur un vieux slip. Non, ils en ont aussi Il y a profité. quelque chose de glissant sur le sol dans son appartement. Bref. Ouais. Plein d'images. Ils ont annoncé aussi que le Batman 2 sortirait le 3 octobre 2025 et que on aurait encore plein de trucs. Mais tu vois, ça fout le bordel parce que on va voir Batman 2 qui sort en 2025, mais à côté de ça, un autre film a été annoncé qui racontera les aventures du fils de Bruce Wayne, Damian Wayne, mais cette fois, ce sera pas Pattinson en Bruce Wayne, ce sera un autre acteur, ce sera un autre univers. Bref, c'est toujours cette espèce de tête scindée en deux. Ils essayent de faire mieux que Marvel, mais ils n'y arrivent pas parce que de toute façon, c'est le bordel. Et que ce qui fonctionne, c'est quand ils essayent pas de copier Marvel, justement. Donc, c'était un peu la grosse info de la semaine. Il y a quand même beaucoup de projets. Et en fait, c'est intéressant de regarder ça à l'heure où Marvel a quand même perdu pas mal l'intérêt du public. Les gens s'y intéressent de moins en moins. Simon est pas pas vrai. Simon est pas d'accord. Non, en termes de box-office, Marvel n'a rien perdu. D'un point de vue générationnel, nous, on arrive. Certains d'entre vous arrivent à la trentaine, certains d'entre nous. Avec la soixantaine, oui, je sais. Merci, Voilà. je te remercie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, Marvel a perdu notre intérêt. Mais en termes de box-office et en termes de revenus, on peut pas prétendre que Marvel ait rien perdu. Si tu regardes les résultats des trailers de Ant-Man Quantumania, c'est quand même en deçà. Quand on regarde, en vrai, il n'y a pas de hype entre guillemets. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une grosse attente depuis Doctor Strange, qui était quand même il y a quasiment un an. Bah oui, mais c'est rien du tout. Ah ouais, mais en film Marvel, ça veut dire 4 films. Non, parce qu'il n'y a pas eu 4 films depuis Doctor Strange. Non, et que en termes d'industrie, il y a eu Strange, il y en a eu depuis Doctor Black Strange, Panther. il y a eu Black Panther, il y en a eu un avant. Et non, pas du tout. Il y a eu Black Panther qui a quand même très bien marché, qui a beaucoup excité. Et de toute façon, Disney Plus est en train d'organiser sa bascule vers Disney Plus. Pardon, Disney est en train d'organiser sa bascule vers Disney Plus. Donc moi, je me garderai Il y a eu Thor bien. Love and Thunder qu'on a oublié. Non, c'est avant. Non, c'est entre non, Doctor non, Strange c'est et Black après, Panther, c'est c'est sorti en juillet. Ah pardon, Ouais. excuse-moi, je les avais inversés dans ma Mais tête. tu vois, on l'avait oublié. Ah non, mais le début de l'actuelle phase est un cauchemar. On comprend plus rien, cinématographique. ça n'attire plus les gens. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que les gens sont un peu paumés et que depuis. Ouais, mais dans ces moments-là, il faut revenir au box-office. Et le box-office, il ment pas. Hein. Les films Marvel, ils ont toujours beaucoup de succès. Hein. Voilà. Et non, moi, il y a juste un petit truc que je dirais. Moi, il y a une interrogation et un semblant d'espoir. L'interrogation, c'est que je ne comprends pas bien l'intérêt de cette annonce qui dit bon bah voilà le canon et voilà ce qui est en dehors du canon. Pour d'ici, tu veux dire? Oui, bien sûr. Okay. Sachant que c'est pas nouveau, c'était déjà le cas, c'était déjà annoncé depuis des années que le Batman de Matt Reeves, mais le Joker étaient des films qui étaient autonomes, indépendants, et puis qu'il y avait le DC caca qui étaient les mauvais films qui veulent faire comme Marvel. Donc voilà, je comprends pas bien l'intérêt, tu vois, de tout rebooter, de tout arrêter, d'annoncer que Flash sera le reboot du DCU pour dire, eh ben on va rebooter un DCU qui sera pareil.
Voilà, ça en termes de concept, c'est juste pour montrer qu'il y aura une différence entre le avant et le après Gunn. Voilà, et juste pour terminer, je dirais, en revanche, le choix des projets qui est annoncé par Gunn me semble beaucoup plus proche de projets de fans, d'être cohérent et d'aller chercher dans les arcanes ou on va dire dans l'ADN des trucs plus pointus, des trucs plus rares. Ouais, donc là-dessus, il y a, et on va pas y revenir en détail maintenant, mais il y a plein de projets annoncés, si jamais ils voient le jour, qui sont plutôt excitants. Et vous, est-ce que ce nouveau DC Darkverse ou DC Hellverse vous intéresse ou est-ce que les super-héros, vous commencez à en avoir rien à cirer? Vous pouvez évidemment nous raconter tout ça dans les commentaires. Du nouveau pour nos amis d'outre-Quai 20e, la Batavia. Shyamalan, es-tu là? Si tu es là, tape 2 fois à la porte. Manifestement, Shyamalan est là, il est avec nous. C'est le nouveau film de Feu, le fils prodigue et le fils prodige d'Hollywood, qui n'a plus grand-chose de prodige depuis bien longtemps. Et oui, le 6e sens, c'était il y a 23 ans. 23 ans, absolument. Certaines et certains d'entre vous n'étaient même pas nés. Et depuis, des esprits chagrins, dont certains sont autour de cette table, diraient que le cinéma de Shyamalan est sur une longue et interminable pente descendante. Cette fois, c'est donc un charmant couple gay qui part passer des vacances dans un chalet à la campagne avant d'être brutalement agressé par des étrangers qui réclament le sacrifice d'un membre de la famille pour sauver la Terre de l'apocalypse. Nous avons été appelés et sommes unis par une vision commune qui maintenant s'impose à nous comme un ordre que nous ne pouvons ignorer. Nous sommes ici tous les 4 pour empêcher l'apocalypse. Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan. Qui veut commencer? Arthur. Moi, je trouve le film globalement plutôt raté et assez peu intéressant, mais je lui reconnais une force réelle, c'est dans l'écriture du truc. L'écriture du schmilblick, je trouve qu'il réussit ce qu'il veut faire, à savoir me faire douter en permanence de qui dit la vérité entre ces 4 cavaliers de l'apocalypse qui disent savoir le sort de l'humanité qui est entre leurs mains et ce couple qui doute forcément de ce qu'on vient de leur annoncer. Moi, je regarde le film et pendant 5 minutes, je me dis mais ils sont tarés, n'importe quoi. Et puis pendant 5 minutes, je me dis mais merde, et si ils avaient raison. Et puis au bout de 5 minutes, je me dis mais non, n'importe quoi. Et j'ai un revirement comme ça tout au long du film où je me dis je pense que c'est exactement ce que veut me faire ressentir le cinéaste et là-dessus, il y arrive. Le problème, c'est qu'il y arrive avec une mise en scène que je ne comprends pas trop, qui va dans tous les sens, qui provoque des effets que je ne saisis pas. Et surtout, il le fait au final donnant à la fin une solution qui, du coup, moi, me déplaît. J'ai pas envie de divulgacher le film, mais je trouve que... On peut dire spoiler, parce que divulgacher, franchement, ça sert que aux gens qui aiment la... Non, vraiment, c'est moche. Non, on dit c'est rigolo, on dirait un truc sexuel un peu mignon. Non, moi ça me fait penser à Jacques Toubon, ça me... Bah, c'est bien ce que je dis. Ouais. En fait, j'aurais trouvé le film beaucoup plus intéressant s'il ne donnait que 2 visions en disant il y a ceux qui pensent ça et il y a ceux qui pensent ça et vous ne saurez jamais qui a raison. Le problème, c'est qu'on va pas se mentir, le film à un moment te dit la vérité, c'est celle-là et c'est celle-là. Et le problème, c'est que c'est la vérité, je la trouve extrêmement gênante. Je la trouve d'autant plus gênante que elle me rappelle putain, c'est difficile de pas spoiler, mais en même temps, tu as parlé des 4 cavaliers de l'apocalypse, donc déjà tu viens de spoiler. Non, c'est dans la bande-annonce. C'est dans la bande-annonce, c'est 4 personnes qui arrivent et qui disent on sait qu'à la fin du monde, vous avez besoin de sacrifier l'un de vous dans votre famille pour c'est clairement c'est dans la bande-annonce. Les machins, non, pour moi c'est vraiment ça. Le problème, c'est que je suis désolé, mais pas de spoil, sinon je te mords à la cuisse. C'est un film de gros réac sur ce point-là. Et je peux pas en dire plus, mais pour moi, ceux qui savent, et ceux qui ne savent pas, tant mieux pour vous. Et il a le même gros problème qu'avait Moonfall de Emmerich. Je peux pas dire grand-chose de plus, mais pour moi, il donne raison à des gens, et je trouve ça extrêmement compliqué, voire même dangereux. Là, non, je suis pas d'accord. Ah si, moi je trouve que si. Alexis, toi, tu défends partiellement. Oui, partiellement. Le partiellement est important, j'insiste. Partiellement. Je défends partiellement Knock at the Cabin. Parce que, déjà d'un point de vue strictement narratif et formel, c'est clairement pas le M. Night Shyamalan le plus éclatant, mais ça de toute façon, je pense que depuis Incassable, c'est bon, la question est réglée, on n'aura jamais un film de Shyamalan de ce niveau-là. Mais... je trouve qu'en termes de scénario, moi personnellement, je m'ennuie pas. Je suis plutôt happé par ce truc-là. Je trouve qu'il y a un certain aspect ludique dans le fait de savoir mais qui sont ces gens. Est-ce qu'ils mentent ou est-ce qu'ils disent la vérité? Et le film arrive plutôt bien à faire durer ce questionnement-là. Et puis je trouve que formellement,
Et c'était pas le cas de Glass, qui est le dernier film en date de Shyamalan que j'ai vu parce que j'ai fait sauter Old, vu que tout le monde me disait Tant que c'était mieux pourri. pour toi. quelque chose. Non, mais je trouve que formellement, c'est pas, encore une fois, c'est pas d'un très haut niveau, mais il y a des trucs qui m'intéressent. Sa gestion du gros plan m'intéresse. Ah ouais? Ouais, moi, sa gestion du gros plan m'intéresse. Parce que je trouve qu'il y a une espèce de simplicité dans la manière dont il l'emploie qui a vraiment fonctionné sur moi, quoi. Je me suis vraiment senti oppressé par cette énorme masse de 2 mètres et de 130 kilos qu'est Dave Bautista, et que Shyamalan va volontairement filmer de manière complètement antithétique par rapport à ce qui se fait, par exemple, dans Thor ou dans Les Gardiens de la Galaxie, qui est que on va le filmer en plan relativement large parce qu'il a quand même des gros muscles. Non, lui, il va aller le filmer de très près, ce qui fait que d'un seul coup, cette masse écrasante, elle est encore plus écrasante et encore plus oppressante. Ça, c'est bien trouvé. Et je retrouve un peu le Shyamalan que j'aimais bien du début de sa carrière, qui avait des idées visuelles simples mais super efficaces. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ta lecture du film, parce que faut bien se rappeler de qui est Shyamalan. Shyamalan, c'est un cinéaste qui a une très grande qualité, qui est très vite devenu son plus gros défaut. C'est un cinéaste naïf, mais au sens vraiment premier du terme. C'est-à-dire que Shyamalan, il y a des ambiguïtés, il y a des contresens, il y a des discours un peu rances dans ses films, et je suis persuadé qu'il ne les voit pas, parce qu'il est naïf et parce qu'il aborde naïvement certaines situations. Je cite souvent cet exemple-là parce que pour moi c'est le plus parlant. La fin de Signe. Connaissant un peu le bonhomme et de quoi parlent en général ces films, moi je me dis ok, la fin de Signe, on est sur une espèce de retour à la spiritualité, une nouvelle ouverture au monde, on sort de l'isolationnisme et on accepte qu'il y a des choses qui nous dépassent, des forces qui nous dépassent, et on décide de vivre en harmonie le plus possible avec ces forces-là. Ça, c'est ce que prône Shyamalan, l'auteur. Ce que me dit son film par contre, c'est que en fait, j'ai suivi un personnage qui est un ancien prêtre, qui avait abandonné la soutane parce qu'il ne croyait plus en Dieu, et qui d'un seul coup recroit à nouveau en Dieu parce qu'il a interprété de travers quelque chose que sa femme lui a dit avant de mourir des années auparavant. Et en plus, le prêtre en question est incarné par Mel Gibson, catholique intégriste de renom. Ce qui fait que d'un seul coup, j'ai le cinéaste qui veut veut me dire... pas être accidentel. Mais moi, je pense que si. Je pense vraiment que c'est accidentel. Je pense que Shyamalan, il a une vision très spirituelle, très élargie du monde, et je pense qu'il tombe dans ces biais-là parce qu'il est un peu aveuglé par sa naïveté, de la même manière que je suis persuadé qu'il n'a jamais pensé La Jeune Fille de l'eau comme un projet mégalomane. Alors que de fait, ça l'est. Parce que je pense qu'il voulait vraiment dire quelque chose de sincère sur lui et sur comment il conçoit son parcours d'artiste, en tout cas vers quel idéal il court, et il accouche d'un film qui nous dit « Bonjour, je suis M. Night Shyamalan et mes œuvres sont tellement importantes qu'elles peuvent sauver le monde ». Je pense sincèrement qu'il n'a pas compris cette ambiguïté, qu'il ne l'a pas saisie. Là, c'est pareil. Le côté conspirationniste du film, je pense sincèrement que ce qui intéresse Shyamalan là-dedans, c'est le rapport à la peur. Qu'est-ce qui se passe si des forces décident d'influer sur le monde contre notre volonté, sans qu'on puisse les identifier, sans qu'on puisse comprendre d'où elles viennent? Sauf que pour illustrer ça, il se sert effectivement d'une espèce de mécanique conspirationniste. Et je pense qu'il ne voit pas le danger idéologique de ce truc-là. Oui, mais là où j'ai un argument qui, je pense, contre le tien, c'est que justement, les éléments apocalyptiques qu'il montre sont pas des trucs justement issus de la Bible, mais issus du déréchauffement climatique, du dérèglement climatique, de l'épidémie, et donc du comportement de l'homme. Donc c'est pas des trucs qui sortent de nulle part, c'est des trucs qui sortent de l'homme. Donc en soi, il sait ce qu'il fait quand il fait des trucs de conspirationniste rattachés à tout ça. En même temps, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est sorti immédiatement de l'Apocalypse selon Saint Jean, et c'est quand même un argument bizarre de se dire que, à la défense d'un réalisateur, sa naïveté, si ce n'est sa bêtise, sauve de pouvoir proposer des propos réactionnaires. J'y viens, Nicolas, et je voudrais vous rappeler cette très belle citation de Déchiffrer des Motus. Naïf, en 3 lettres. C-O-N. Gagné. Voilà, donc... Maintenant, il faut qu'on parle de Crotte at the Cabin. Crotte at the Cabin, c'est, beaucoup l'ont cru, le nouveau film de Shyamalan. Pas du tout. C'est le nouveau film de son jumeau maléfique qui a pris sa place il y a bien longtemps, à savoir Jean-Michel Balek. C'est-à-dire que on commence par 5 minutes au cordeau. Et les 5 premières minutes de Crotte at the Cabin, elles sont comme les 5 premières minutes de Hold, comme les 5 premières minutes de Split, comme les 5 premières minutes de Glass. Elles sont brillantes. Il y a un travail sur le découpage, sur le débulage d'un plan, c'est-à-dire, vous savez, quand vous avez la caméra qui est un peu à l'envers, c'est un des trucs les plus cheap du cinéma. Quand c'est bien utilisé, c'est un truc qui est terrifiant. Les 5 premières minutes de Crotte at the Cabin, c'est admirable. Ça crée de l'ambiguïté, ça crée de la tension. Et puis après ces 5 premières minutes, il y a Shyamalan qui dit à son jumeau Jean-Michel Balek, vas-y, filme le truc. Et là il fait, ok, c'est bon, on va faire des gros plans quand c'est tendu. Et puis de temps en temps, quand il y a une scène bizarre, on va faire un plan bizarre. Typiquement, et je ne vous spoil pas, il va y avoir à divers moments du récit
des surgissements de violence. Et là, on a des personnages qui s'emparent d'objets, d'armes, et là la caméra fait ce truc incroyable de se caler sur l'objet, ce qui fait comme ça des espèces, on pourrait dire, de travelling en demi-cercle, très rapide, très fort. Et ce qui est dingue, c'est que c'est très joli, mais ça ne raconte rien, parce que c'est juste là pour faire « T'as vu, il y a un geste dingue, on a fait un geste dingue de cinéma !» C'est vraiment, Toto fait du cinéma. C'est incroyable, c'est imblairable. Et moi, mon vrai problème, je pense pas que le film soit réac. Enfin si, il invente une forme de d'international woke réac, où il dit genre « Hey, tu sais quoi ? Petit PD, t'as le droit d'être un petit PD et t'as le droit d'avoir adopté une petite fille asiatique tant que tu as un fusil !» Et alors là, que tu crois en Dieu. Mais j'y viens. Mais parce que le fusil, c'est bien sûr dans le film le pendant, non pas de la foi, mais de la superstition. Et ça, c'est pire. Parce que c'est un film qui pourrait travailler la foi, qui pourrait travailler l'abandon de soi vers la transcendance. Mais on parle pas de ça. On parle pas de croire. On parle d'avoir peur d'une entité supérieure qui te punit et qui exige de toi un sacrifice, et un sacrifice qui est même avant celui de la foi, parce que dans tous les textes monothéistes, eh bien, quand tu vas faire un sacrifice parce qu'il t'est demandé, parce que tu vas te transcender à travers ça, tu es arrêté. Tu es arrêté parce que ce qu'on veut voir, c'est à quel point tu es prêt à te donner pour ça. On ne te demande pas de tuer et de souiller, de détruire l'humanité pour la foi. Ben non, mais parce que Shyamalan, c'est peut-être pas à Jean-Michel Balek qu'il a fait appel, c'est à Jean-Michel Trouduc qui n'a aucune idée de ce qu'il raconte. Et vraiment, c'est un film que je trouve répugnant de bêtises et d'absence de mise en scène sur le sujet qu'il veut traiter, enfin, qu'il ne traite pas. J'ai pas aimé. Ah ouais, j'ai l'impression que c'est un bif-bof pour toi. Hein. Sophie, un peu de tempérance, s'il te plaît. Ouais, c'est un peu de tempérance parce que il y a un truc qui m'intéresse un peu dans le film, en tout cas de prime abord, parce que globalement je l'aime pas trop, mais j'aime bien cette proposition qui est, on va reprendre le home invasion. Donc le home invasion étant un sous-genre du film d'horreur où des personnes avec de mauvaises intentions entrent dans une demeure où il y a des gens qui vont avoir peur de ces individus. Sauf que là, ceux qui arrivent dans la maison sont hyper polis, hyper gentils et s'excusent vraiment d'être arrivés. Vraiment en mode, on veut pas vous faire peur, on est obligé de rentrer de force, mais ça va bien se passer, puis il faut que vous nous compreniez, en fait, c'est nous les gentils. Et ça, sur le papier, c'est pas inintéressant. C'est plutôt... Bon, ça marche pas, mais c'est pas inintéressant. Puis même, il va le pousser tellement loin que Dave Bautista... Genre, c'est un vrai nounours hyper mignon. Il est prof en maternelle. Il a une photo de ses élèves, de son équipe de foot ou de basket ou je sais plus trop quoi. Et genre, il les montre et il les aime. Et c'est intéressant, en fait, de faire cette caractérisation-là. Donc ça, j'ai envie de le sauver parce que pourquoi pas, un bon point pour l'effort. Ce qui me gêne, c'est qu'à la limite, moi, je prends beaucoup de plaisir devant les mauvais, vraiment mauvais Shyamalan. Pas Old, c'est imblairable. Mais par exemple, j'adore Phénomène. Phénomène, c'est nanar ultime. Je le connais par cœur. Je l'ai vu des dizaines de fois parce que il y a Marky Mark qui parle à une plante. Et genre, les champs, c'est les poireaux. C'est incroyable. Et là, malheureusement. Mais tu peux pas sauver la fin de Phénomène où il se retrouve dans le vent. Enfin, moi, je l'ai pas vu, hein. Mais c'est horrible. C'est un film dans le vent. C'est d'une bêtise. Mais je suis mais c'est marrant parce que ça marche tout à fait. J'allais ajouter Phénomène quand Simon parlait du début. Phénomène, c'est un film qui commence remarquablement bien. Tu te dis, waouh, qu'est-ce que tu vas me raconter, c'est incroyable. Ouais. Et voilà. Et la fin est terrible. Et ensuite, ça part en capilotade. C'est et nul à ensuite, chier. il ne sait plus du tout raconter son histoire. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais moi, encore une fois, avoir Mark Wahlberg qui parle à des plantes vertes et Zooey Deschanel en super coconne de l'espace en mode « Ah, mais je comprends pas, c'est la fin du monde, c'est ça ?» Et vraiment, moi, ça me va. Ça m'apporte de la joie quand je suis en gueule de bois. Hein. Donc, on a besoin aussi de ce genre de film, c'est nécessaire. Moi, je reviens sur un truc qui m'a gênée. C'est le film, je le trouve pas ouvertement homophobe. Au contraire, le film essaye tellement de nous dire... Genre, ils sont très très mignons, hein. Ils sont mignons. Sauf que le film, genre, par une espèce de bonne intention de base, va te répéter 14 fois au début que c'est un couple gay. Ok, on n'est pas compris que deux hommes ensemble qui ont adopté une petite fille, c'est un couple homosexuel. Genre, la première scène avec Dave Bautista qui parle à la petite fille, c'est et ils sont où tes parents ? Ah bah, papa Andrew et papa Eric. Tu appelles tes parents par leur prénom ? Bah parce que j'ai deux papas et puis ma maîtresse elle a dit que deux papas c'était super. Mais j'ai l'impression que quand elle dit ça, bah en fait c'est pas super parce que j'ai deux papas. Et vraiment je suis en mode, pourquoi tu m'as dit déjà 14 fois que c'était un couple homosexuel ? Genre vraiment montrer deux hommes
qui ont une petite fille, ça me suffisait. Faut pas oublier qu'on est à Hollywood et qu'à Hollywood encore aujourd'hui, montrer des couples homosexuels sans entre guillemets, sans en faire une espèce d'argument marketing, c'est complexe. C'est-à-dire que comme j'en en a parlé un petit peu avec Sophie de ça parce qu'on est allé voir le film ensemble. Ça, je suis assez d'accord. J'en ai parlé à la sortie. J'ai dit, n'oublions pas le 3e volet de Star Trek, il y a seulement quelques années, où il y avait quand même eu toute une espèce de campagne marketing sur le personnage asiatique de l'équipe. J'ai vraiment oublié son nom, je suis désolé. Le personnage asiatique de l'équipe, il est homosexuel. Sulu. Voilà, Sulu. Et ça va être une première. Et puis à la fin, on le voit retrouver son mec, il se tape dans le dos comme deux bons copains et ils partent à l'horizon. Ce qui est fou parce que George Takei est qui est un gay classique, oui. militant, bref. Exactement. Donc c'était le personnage sous l'original de la première. Voilà, donc on en était à ce stade-là il y a quelques années. Donc là, on a un couple homosexuel, effectivement, qui est les personnages centraux du film, et qui sont effectivement caractérisés comme des homosexuels, et on ne met pas leur homosexualité sous le tapis, c'est mentionné dans le film. Moi, je pense que je serais pas surpris que le studio ait mis un petit peu son grain de sel et ait dit à Shyamalan, ok, t'as envie de faire un film avec des homosexuels, il y a pas de souci. Par contre, on va quand même mettre des flashbacks avec la famille qui les aime pas trop, et puis avec le tabassage dans le bar, parce que c'est important de montrer que les homosexuels ils souffrent. Non, c'est parce que sinon le film il dure 40 minutes, donc il faut des flashbacks. Non, mais en plus, Universal, c'est pas franchement le studio qui est le plus frileux sur aborder des sujets, même je pense à des Promising Young Men, aller de manière un peu plus franche ou à traiter, genre j'avais bossé quand j'étais chez Universal sur un film sur juste... Bon, ok, c'est un argument marketing, mais sur les... World. Alors non, j'ai pas bossé sur ça. Non, sur les camps de conversion. Boy Erased. Genre, en fait, au contraire, ils vont plutôt embrasser la culture LGBT. Mais on n'est pas dans le même circuit là. Knock at the Cabin, c'est pas un circuit RSA, c'est pas un circuit Sundance. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le diffuseur et le producteur, c'est pas un studio qui est ouvertement. Oui, mais c'est du cinéma de divertissement, donc qui potentiellement va être vu par beaucoup de gens, qui en plus a pas coûté très cher, donc il y a une petite carte à jouer de peut-être que ce film-là va faire un petit événement et rapporter beaucoup de pognon, et donc. Faut faire très attention à ce qu'on met dedans parce qu'il y a quand même la moitié des États-Unis qui sont conservateurs et qui vont peut-être pas trop aimer avoir un couple gay. Oui, bien sûr, oui. Et quand j'entends tous vos arguments, effectivement, peut-être que la théorie d'Alexis, est-ce que M. Night Shyamalan est un peu neuneux? Est-ce que c'est plutôt toc-toc ou est-ce que pour vous c'est plutôt bof-bof? En tout cas, vous pouvez nous raconter tout ça dans les commentaires sur nos réseaux dits social. Et tant qu'on est bien dans le cinéma fantastique, si on faisait un petit retour... Bon, non, alors plutôt un petit bilan. Parce que retour, moi je suis pas prêt. Petit bilan de ces 30 ans du Festival du film fantastique de Gérard May. Pas un bilan sanguin, je vous rassure. On va faire non, ça serait beaucoup trop dangereux. On va faire un petit tour de table. Quels sont les films qui vous ont marqué? Quels sont les films qui vous ont plu? Quel est votre grand prix personnel? On commence par toi, Arthur. Ça aurait pas pu être un grand prix vu que c'était un film montré hors compétition, voire même en séance de minuit. Oui, mais on est entre nous, tu sais, les cœur. Catégories, on est dessus de ça. On dépasse tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu, mais nous avons fait des petites capsules vidéo pendant le festival, et la mienne portait sur un film qui s'appelle Project Wolf Hunting, réalisé par King Woom-soon, et ouais, je pense que c'est ce film-là que moi je garde avec moi. On en reparlera sans doute ici parce qu'il sort dans 2 semaines. En 2 secondes, c'est un film turbo débile qui n'a aucun propos politique mais qui est juste jouissif à regarder puisque c'est des prisonniers qui sont transportés en cargo des Philippines en Corée. Les prisonniers vont se rebeller et d'un seul coup un zombie se réveille dans le fin fond et c'est un massacre gore, crasse-pouille, dégueu, assez cool à regarder. Vraiment, ça fuse toutes les 15 secondes. T'as un truc vraiment je t'arrache la gorge, je t'enlève un nez, je te marche sur la gueule et on va continuer comme ça en sifflotant. Enfin vraiment, c'est un gros plaisir de festival et ça fonctionne vraiment hyper bien et je suis d'autant plus content qu'il sorte en salle et en salle là dans 2 semaines. Et j'ai regardé, il sort par ESC Film qui est donc le distributeur dont on a parlé pour Terrifier 2 et pour Sadness. Et on les embrasse. Donc voilà, moi c'est Project Wolf Hunting de Kim Woom-soon. Simon, ton grand prix. Moi j'ai été également tout comme Arthur, bouleversé par un film qui était hors compétition, qui est Huesera. J'adore ça. Tu peux me le refaire avec espagnol, s'il te plaît? Plus d'accent, ouais. Huesera. Merci. Et c'est mieux sur accent tonique. Huesera. Ouais, bon, c'est long là. Qui signifie littéralement la femme os. Et bien donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui apprend avec bonheur qu'elle est enceinte, elle qui en a envie depuis si longtemps avec son compagnon. Manque de bol. Ce que nous allons découvrir au long du film, c'est que pour être en couple avec Raoul et pour être enceinte, elle a dû renier, mettre sous le tapis quantité d'éléments constitutifs de sa vie, de son identité. Et donc, sitôt fécondée, la voilà qui voit autour d'elle une créature, une entité,
qu'on pourrait affilier, on va dire, à une femme arachnéide qui la poursuit. Sans visage et avec les tibias ouverts, en mode vraiment dégueu. Je précise, j'ai vu le film avec Simon. C'est pour ça. Comme un mardi matin, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, tout simplement, le film, à partir de là, va entrer dans cette catégorie du cinéma d'horreur qui est naissante encore, que moi j'ai découverte, alors qui ne naît pas à ce moment-là, mais que j'ai découverte pour ma part avec Babadook, par exemple, qui est un cinéma d'horreur non pas tant féministe que féminin. C'est-à-dire qu'il va s'intéresser à des angoisses, des peurs ou des problématiques que rencontrent les femmes. Alors certes, ce ne sont pas toutes les mêmes à toutes les époques et dans tous les pays, mais il y a quand même des passerelles assez notables, assez remarquables. Et donc Wessera, c'est ce film qui est un pur film de genre parce qu'il est terrifiant, il est douloureux. C'est rare, les films d'horreur qui remettent la douleur physique au centre. Pas uniquement l'adrénaline, la peur, le vertige, la tension, la douleur et la crainte de la douleur du corps, de ce corps qui se rompt. Pourquoi ? Parce que c'est exactement ce qu'on raconte symboliquement. C'est un être humain, un individu, en l'occurrence une femme, qui est sur le point de rompre, parce qu'elle a dû à ce point-là mentir et se mentir pour arriver à être une mère en devenir, qu'elle est au bord du gouffre. Et vraiment, le film est brillant, intelligent, terrifiant, d'une acuité sociale et humaine assez rarissime. Et vraiment, il va arriver en avril sur Shadows. Shadows, la plateforme de streaming avec laquelle nous ne sommes pas partenaires. Mais n'hésitez pas à suivre son arrivée. C'est un très très beau film. Et il sera projeté au Ciné Club le Hurlequin en avril. Et j'aurai l'occasion de vous en reparler ici si vous voulez le voir sur grand écran, parce que je pense que c'est une expérience qui se vit collectivement, parce que effectivement, vous ne vous ferez plus jamais craquer les doigts de la même façon après avoir vu Wessera. Un film qui fait crac-crac. Je vous remercie. Propose ça à Shadows ou un tagline, on va voir. Sophie, ton Grand Prix de Gérard May, 30 ans. Oui, alors j'en ai fait une petite capsule vidéo également. J'ai été plutôt séduite par La Pietà, qui donc tire son titre d'une sculpture de Michel-Ange et qui ne cache pas multiples inspirations aussi autant picturales que cinématographiques. Ça va piquer un peu chez Wes Anderson, chez Almodovar. C'est un espèce de bonbon très flashy. De quoi ça parle, La Pietà ? C'est l'histoire d'une relation dysfonctionnelle entre Lily et son fils Matteo. Ils sont complètement fusionnels. La relation est quasiment incestueuse et ils se complaisent dans une espèce d'atmosphère glauque à base de maladies, de douleurs, de souvenirs d'accouchements terribles, de coupage de doigts de pied. Et pourquoi c'est assez intéressant ? Parce que c'est ce genre de film que vous ne verrez qu'en festival, qui n'a pas une ambition d'aller dans un circuit traditionnel de distribution, en tout cas à toute petite échelle. Et c'est ce genre de bizarrerie qu'on aime bien trouver et chercher. C'est vraiment, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on ne peut pas nier la vraie patte d'un auteur, d'un jeune auteur qui déborde d'idées et d'envie de cinéma. Et ça flirte avec un genre qu'on n'a pas l'habitude de voir, puisque c'est ni vraiment horrifique, ni vraiment fantastique. Et en même temps, c'est dans un univers assez décalé, un peu comme peuvent le faire des Roy Anderson ou des gens qui vont juste un tout petit peu distordre le réel. Et donc, moi, je trouve ça assez intéressant. Pas parfait du tout, un peu trop long, mais assez fascinant. Peut-être qu'on peut préciser que c'est le film qui est reparti avec le Grand Prix, le prix du jury... Le prix du jury jeune et le prix du public aussi. Home Donc Run. le grand gagnant de Gérard May le cette grand année, gagnant. J'espérais que ce soit pas celui-là, j'espérais que ce soit le film dont va parler Alexis d'ailleurs. Oui, qui est un vrai. Et Alexis, qui est un film, il faut dire, qui nous a à peu près tous emballés autour de cette table. Ouais, c'est Watcher que je retiendrai, moi, parce que je trouve que c'est exactement le bon film pour Gérard May, quoi. Je trouve qu'il est parfaitement au bon endroit. C'est une proposition de cinéma d'horreur relativement simple, mais presque plus que ça, radicalement simple. C'est-à-dire que le film a pour objectif de revenir à une espèce d'essence originelle de l'effroi, qui est un personnage qui, en regardant à travers la fenêtre de chez elle, puisque c'est une femme, va voir que quelqu'un l'observe. Point. C'est le postulat du film. Ça s'arrête là. Après, évidemment, il va développer ce postulat, mais c'est avec ce pitch-là que le film accroche, et il va en tirer une tension, une oppression, une anxiété qu'il ne va jamais faire redescendre. Et si on met de côté la toute fin du film, qui est
voilà, qui est différente du reste, et à mon avis pour des raisons extérieures à la volonté de sa réalisatrice. Je trouve que le film est super bien tenu, la photographie est très soignée, travaille beaucoup sur les clairs-obscurs, sur les ombres, et il y a des effets de surcadrage avec notamment les fenêtres des immeubles concernés par l'histoire qui sont vraiment, vraiment bien sentis. Donc ouais, c'est un très bon premier film, et je suis un peu déçu qu'il n'ait pas tout raflé à Gérardmer, parce que en ce qui me concerne, il était mais largement au-dessus du lot, largement au-dessus de la Pietà comprise. Oui, et puis on peut rajouter, parce que c'est un film que j'aime beaucoup, qu'il y a vraiment ce niveau qui fait une sorte de mise en abîme, ou en tout cas de surencapsulement de la tension du film, c'est que tout se passe en Roumanie pour ce personnage qui est américaine, qui vient de suivre son copain, et qui fait qu'elle est dans un espace où non seulement on ne la croit pas, mais où en plus toute la communication est rendue impossible, et donc elle est isolée dans une cellule qui est elle-même d'isolement. Et c'est vraiment cette forme d'effet de mise en abîme qui rend le film, qui fait monter l'anxiété du film à un niveau plus haut. Pour ma part, je vous parlerai d'un film que vous allez pouvoir voir dans pas très longtemps, qui était hors compétition aussi, qui sort le 26 avril en France, qui s'appelle Nos cérémonies, qui est un film de Simon Riette, qui a été diffusé depuis Cannes déjà l'année dernière, primé dans divers festivals, et qui est un film, vraiment un très très joli film fantastique, français, qui raconte l'histoire de deux frères dont le destin va être scellé dans l'enfance par une forme de pacte surnaturel. Et voilà, et donc c'est un film estival, c'est un film de retour de ces frères sur le lieu d'enfance. C'est assez rigolo parce que on pourrait, et on en discutera tout à l'heure, trouver des points de jonction avec ces films qui racontent une forme de mélancolie de l'adolescence à bas bruit, mais mise en perspective par ce pacte particulier dont je ne vous dirai rien, et qui fait qu'ils vont se retrouver finalement dans un triangle amoureux avec la petite fille dont les deux frères étaient amoureux et qu'ils se disputaient quand ils étaient petits, une fois arrivés à l'âge adulte. Il y a non seulement une très très belle histoire, des comédiens incroyables, ce sont vraiment des frères qui ne sont pas des acteurs professionnels, qui sont des professionnels des arts martiaux, qui sont extrêmement touchants. Simon et Raymond Bourg. Absolument. Il y a un geste de mise en scène magnifique, un travail sur le grain de la photo, sur un grain très surexposé, des grands plans séquences, c'est-à-dire vraiment un langage cinématographique qui se développe, qui est très très englobant, qui en fait un très beau film fantastique, mélancolique, et absolument merveilleux au sens surnaturel du terme. C'est vraiment une proposition qui m'a bouleversé, et j'espère qu'elle vous plaira, et ça sort donc en France le 26 avril. Il a gagné un prix du jury ainsi que le prix de la critique, et pourtant vous ne l'avez pas cité lors de votre tour de table sur ce que vous aimeriez voir le grand prix cette année de Gérardmer. C'est La Montagne de Thomas Salvador, qui revient donc après Vincent n'a pas d'écailles, et qui poursuit ce travail de merveilleux, mais d'une certaine forme d'un merveilleux qu'on pourrait appeler réaliste. Après l'eau, on passe donc aux hauteurs et à la montagne. Pierre est subitement happé par l'aiguille du Midi dans les Alpes, en face de Chamonix, à côté du Mont Blanc. Il décide de s'y installer et de quitter la civilisation, et il y rencontre Léa. Va-t-il se perdre dans ces grands et majestueux massifs, ou dans les yeux de cet amour inattendu ? Pierre ! Il s'est passé quelque chose? Non, rien de spécial. La Montagne de Thomas Salvador. Toi, Alexis, ça aurait pu faire partie de tes Grands Prix de Gérardmer. Oui, totalement. Je pense malgré tout que dans la configuration du festival, mon coup de cœur va d'abord à Watcher, mais parce que je trouve que La Montagne est pas tout à fait à sa place à Gérardmer. J'aurais été content qu'il soit un peu plus mis en avant par le palmarès, mais je pense que c'est plus qu'un film de festival à mon sens. C'est qu'il y a une vraie proposition d'auteur, et puis surtout, c'est un film qui n'aborde pas le fantastique d'une manière qui me semble adaptée à un festival comme peut l'être Gérardmer ou le BIF ou le NIF ou autre festival de films fantastiques se terminant par 3F. PIF, BIF, NIF. Voilà. J'ai déjà dit le NIF. Perdu. Le TIF. C'est le TIF que j'avais fait. Et le TIF, c'est pas pareil. Non, mais La Montagne, en gros, c'est
Tu parlais d'une approche merveilleuse et réaliste du fantastique. Bon, on peut même dire le terme, on est carrément dans le réalisme magique, à 200% en ce qui me concerne. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant dans le cinéma de Thomas Salvador, parce que effectivement, le gars n'a fait qu'un seul film avant, en 2014. C'est-à-dire qu'entre 2014 et 2022, il n'a pas fait de film, et il revient avec, grosso modo, la même chose, mais dans un autre film, mais dans un autre écosystème. Ouais, sauf que... Mais c'est vraiment le même film, c'est-à-dire que c'est sidérant. C'est parce qu'au lieu d'être dans l'eau, mais c'est lui qui joue le rôle principal, c'est la même structure narrative, sauf que c'est dans deux endroits différents. Bah ouais, mais je trouve que justement, moi, ce qui m'avait séduit dans Vincent n'a pas d'écaille, c'est que je trouvais le postulat intéressant, je trouvais que la manière de représenter le super pouvoir du personnage, qui est donc capable de nager à grande vitesse, aussi vite qu'un dauphin, était plutôt bien trouvé en termes de cinéma. Ça n'allait pas totalement au bout de son idée. Là, je trouve que La Montagne fait vraiment passer Vincent n'a pas d'écaille pour un brouillon, et je dis ça sans mépris aucun, hein, mais j'ai vraiment l'impression là, pour le coup, de voir un projet qui est abouti, dans le sens où on a un vrai sentiment de gigantisme, un vrai sentiment d'étrangeté, un vrai vertige qui s'empare de nous. Je précise que, et je pense que c'est pas le cas pour tout le monde autour de la table, parce que évidemment quand on est journaliste, on reçoit des liens de visionnage, etc. Moi j'ai eu la chance de voir le film sur grand écran la première fois que je l'ai vu, et ça change complètement l'expérience, parce que là d'un seul coup, on a vraiment cette immensité rocheuse, enneigée qui s'étend devant nous, et je trouve du coup très intéressant d'avoir eu l'idée, dans ce décor immense-là, de créer ce parcours individuel d'un personnage qui va faire une découverte, seul, qu'il ne comprend pas, qu'il dépasse complètement, et qui va le posséder petit à petit. Je dis vraiment pas grand-chose, parce que c'est un film qui gagne à être découvert le plus possible, sans a priori et vierge de tout imaginaire préalable, et je trouve que c'est un joli voyage, La Montagne. Alors, faut quand même passer outre 40 premières minutes. 40 minutes. 50. Ok, J'ai 50. vérifié. Très bien. 50 premières minutes qui sont assez laborieuses, assez austères, pour pas ainsi dire ennuyeuses, mais je pense que ça fait partie du projet, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis passé outre ces 50 premières minutes, et quand le truc s'est débloqué d'un seul coup, il y a eu vraiment un sentiment mais comme ce que vit le personnage de Thomas Salvador, un sentiment de libération, de ça y est, je respire, je suis sorti de ce carcan de film d'auteur un petit peu plan-plan, un petit peu écrasant, et je savais pas où ça allait me mener, et d'un coup, ça y est, je prends une grande bouffée d'oxygène, et là, je rentre dans la dimension merveilleuse du film, et ça m'a beaucoup touché. Simon, ça t'a séduit aussi. Il faut préciser pour les gens qui nous écoutent que c'est certes un film qui va virer vers le fantastique, ça reste un film très contemplatif, très poétique, quasiment silencieux. C'est un film très très peu bavard, avec de longs plans, même... Un peu comme moi. Ah, non, c'est exactement l'inverse. Non, mais je veux dire, même sans musique, il y a vraiment une volonté d'étirement des plans, d'étirement de silence et d'épure. Non, mais ce qui peut être un peu désarçonnant. Ce qui peut être tout à fait désarçonnant. Alors, dites-vous, si vous représentez le cinéma français comme un cinéma qui ne saurait pas quoi faire du genre, qui ne saurait pas quoi faire de la mythologie, du récit, que c'est pas exactement ça. Peut-être que la proposition de Thomas Salvador ne vous plaira pas, mais ça n'est pas un film qui toucherait le concept de surnaturel, de fantastique ou de genre avec un bâton. Non, il va totalement l'embrasser, mais différemment. Pour bien le comprendre, il faut revenir au titre, à ce truc premier, notre premier rapport avec un film, avant même son affiche, avant même son synopsis, son titre. Et on a parlé de Vincent n'a pas d'écaille, mais il y a une différence fondamentale entre Vincent n'a pas d'écaille et La Montagne. Dans Vincent n'a pas d'écaille, quand bien même on est sur un titre dont on peut sentir un peu la malice, un peu le jeu de mots dès le début, on est positionné sur un personnage et sur sa capacité, son état, sa nature. Vincent n'a pas d'écaille. Pourquoi ? Parce que Vincent a un rapport avec l'élément à queue, comme moi, mais ça s'écrit pas pareil. Et tout simplement, Vincent n'a pas d'écaille, ça raconte déjà quelque chose du projet qui est tourné autour de Vincent, de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas, de ce qu'il peut ou ne peut pas faire. Ce film-là s'intitule La Montagne. Et donc, quand bien même c'est le même comédien, quand bien même c'est en apparence la même construction, quand même c'est le même récit, non, la focale est ailleurs. Elle est sur la montagne, sur ce que cet espace, ce lieu fait de nous, et on n'est pas sur, tiens, cet être, hier Vincent, aujourd'hui un autre, dont j'ai oublié le prénom, je dois le dire, je l'ai vu à Cannes l'an dernier, merde, mais tout simplement... Pierre. Bah, en même temps, où trouver Pierre, sinon à la montagne. Et... Excellent. Où trouver Vincent, si ce n'est à la piscine. Eh ben, vous savez quoi, ça ne marche pas à tous les coups. Bref, tout ça pour dire que le film, tu as parlé de réalisme magique, je vais pas revenir là-dessus. Le film, moi je pense pas du tout que ce soit une souffrance de passer par les 50 premières minutes qui nous imposent, parce que ces 50 premières minutes, elles sont déjà
extrêmement maîtrisées, c'est-à-dire que, en gros, moi, elles me satisfont pas, hein, mais quand je les vois, je suis conscient que le récit et le metteur en scène me réservent quelque chose. Il veut me faire passer par ce moment où on se fait mal aux pieds en commençant à grimper la montagne, par ce moment où on s'arrache le bout des doigts en grimpant, parce qu'à un moment, je vais être suffisamment aguerri, suffisamment bien pour, comme le personnage, comme Pierre, pouvoir tout simplement m'ouvrir à ce récit, et ce récit qui a, moi je trouve, des échos mythologiques, des échos poétiques, c'est ça aussi dont il faut parler, des échos poétiques gigantesques. Et vraiment, La Montagne, moi c'est un film, sans déconner, j'en sors, mais ça m'a fait un bien fou, et je me suis senti minuscule, quoi. Minuscule. Vraiment, je trouve que c'est admirable. C'est une tentative de fantastique et de récit surnaturel, voire d'introduction super-héroïque, comme Vincent n'a pas d'écaille, que je trouve incroyablement singulière et extrêmement stimulante. Vous n'avez pas l'impression tout de même que Thomas Salvador bégaye un peu, Alexis ? C'est quand même très répétitif. Alors déjà, c'est quand même la même structure narrative. La Montagne est peut-être encore un peu plus lent que n'était Vincent n'a pas d'écaille. Parce que j'ai envie de te répondre un truc qui est de très mauvaise foi. J'ai quand même envie de te répondre que vous, quoi. J'ai envie de te répondre un truc de très mauvaise foi. Vas-y. Qui est quand même, il y en a pas beaucoup, mais il y a quelques cinéastes dans l'histoire du cinéma qui ont fait plus que ça, qui ont fait plus que répéter une même structure sur une autre variation, qui se sont auto-remakés, et c'était pas n'importe qui, c'était Alfred Hitchcock et Cécile B2000, et on n'a jamais dit d'eux qui bégayaient. Donc je pense qu'il faut pas faire ce procès-là à Thomas Salvador. On va se calmer sur les comparaisons, Alexis. 2 secondes. Mais bien sûr qu'on va se calmer sur les comparaisons. Je suis pas en train de Thomas Salvador, on va quand même y aller mollo. Oui, mais ce n'est pas parce qu'un film explore les mêmes motifs dans un cadre différent, avec une approche. Je suis désolé, l'approche n'est pas la même. Je te parle pas d'explorer les mêmes motifs, je te parle de répéter strictement et littéralement la même histoire. Mais ce n'est pas strictement et littéralement. Il y en a un qui aime les cailloux, il y en a un qui aime les poissons. Déjà, tu me parles d'histoire, de scénario. Vima Lapon, c'est Louise Bourgoin, c'est à peu près la même. Et l'aiguille du midi à la place de la piscine. Bon. Entre une piscine et l'aiguille du midi, il y a littéralement rien à voir. C'est là qu'est tout le sel du film. Je veux dire, il y a un moment où, pardon, mais on ne peut pas décemment comparer, dire c'est strictement la même chose, quand le premier film, certes, en termes d'architecture, c'est globalement pareil, d'architecture dramaturgique, j'entends. Mais le premier film, on est sur un personnage qui va faire l'expérience d'un mouvement surnaturel. C'est ce que j'essayais de dire, en revenant au titre. Voilà. Et là, on est sur un personnage qui précisément va vivre une espèce d'hypnose, de transe, une expérience de la fixité, être figé dans un décor qui le dépasse complètement. C'est pas la même intention, c'est pas la même concrétisation, c'est pas le même film. Qu'est-ce que t'es fort, Alexis. Est-ce que vous êtes plutôt bluette en altitude ou raclette dans la vallée ? On a la réponse de Simon. En attendant, vous pouvez donner la vôtre dans les commentaires. Présenté en compétition officielle au Festival de Cannes, Un petit frère de Léonore Serrail arrive enfin sur nos écrans. C'est le 2e long métrage de la réalisatrice qui présente ici le portrait au long cours d'une famille ivoirienne venue s'installer dans une banlieue française des années 80 à aujourd'hui. Tu m'en veux parce que tu n'as pas eu de père. De père, non. Des papas, j'en ai eu plein. Hein. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Même si j'ai fait des erreurs. Tu fais de ton mieux. Un petit frère de Léonore Serrail dans la veine du film intimiste, social et générationnel. C'est un grand oui pour toi, Sophie. Oui, alors je ne l'ai pas revu depuis Cannes, mais en fait, quand on regarde plein de films en festival, on se dit tiens, je sais pas s'il va rester parce que je le vois à tel moment. Et en fait, rétrospectivement, c'est peut-être un des films dont je me souviens le plus. J'ai été émerveillée par des Armageddon Time ou quoi que ce soit, mais en fait, celui-là, aussi petit, j'ai envie de dire, soit-il, aussi intimiste, aussi minimaliste dans sa forme. On est vraiment dans un cinéma globalement naturaliste avec quelques envolées de mise en scène un petit peu plus soutenues. Il pouvait, en tout cas, au festival, il est passé complètement inaperçu. Et pourtant, en tout cas, moi, il est resté parce que, déjà, on sait souvent l'intention d'un film. Quand on le regarde, quand on voit ces personnages, on se dit est-ce qu'il est biographique, autobiographique, est-ce que c'est adapté d'un livre ? Là, la caméra était telle, l'amour pour les personnages était tel que j'avais du mal à situer l'intention de la réalisatrice. Je savais pas si c'était biographique ou pas autobiographique, ce qui est un peu particulier parce qu'elle filme vraiment une famille immigrée de Côte d'Ivoire. C'est bête, mais je me suis demandé, tiens, est-ce que ça lui arrivait parce qu'elle le filme avec tellement de dignité, tellement d'amour ? Alors qu'en fait, non, pas du tout. Léonore Serrail, je crois, est
parisienne qui sort de la Fémis, mais par contre elle a raconté l'histoire lyonnaise, de son... c'est encore lyonnaise. Mais par contre la Fémis, ça n'est pas un pays, tu sais. Ah bon? Non, c'est pas un territoire, mince, c'est pas une nation. Non. Je savais pas. Non, mais pourtant on pourrait croire parce que tous les gens qui en sortent non, parlent le même langage. Pas du tout. Oh la blague d'un télo, pardon. Les rames. Voilà. Mais par contre 3 personnes qui l'ont eu. Ouais, voilà, c'est ça. Et on est autour de cette table. Non, mais en fait, elle a suivi le parcours de son mari. En fait, elle raconte l'histoire de son cher et tendre. Et donc, il y a vraiment de l'amour pour ces personnages-là, aussi imparfaits soient-ils. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un portrait de maman aussi imparfait, qui galère sur plusieurs timelines, sur plusieurs époques, et qui est filmé avec autant d'amour. On la voit quand même avec ses 2 enfants sur 3 périodes de vie bien distinctes, donc enfance, adolescence, âge adulte. Moi, je trouve ça beau que, on la voit vraiment en tant que mère, mais on la voit surtout en tant que femme. On questionne beaucoup sa sexualité, ce qu'elle cherche au travers du regard des hommes, même en termes d'intégration sociale, comment ça a une répercussion sur ses enfants. On pourrait dire, oui, mais tout ça, c'est de la réflexion un petit peu sociétale. Non, elle le traite vraiment avec corps et avec subtilité. Et je trouve que c'est assez rare d'avoir un film, encore une fois, avec une teinte un peu sociale, un peu patinée, mais qui soit finalement aussi vivante et aussi juste. Je crois que je me souviendrai toujours parce qu'il y a Ahmed Silla qui joue dans le film, il est dans la promo, des larmes qu'il a eues au moment de la présentation du film à Cannes, parce que j'ai l'impression qu'elle a su capter quelque chose, et même elle a su lui donner l'opportunité à lui de jouer un rôle différent de comédie. Et donc je trouve que c'est un film plutôt somme, parce que c'est à la fois un film qui a un vrai discours social, qu'elle a su traiter de manière très littéraire, un peu comme un roman fleuve, qui pourrait même être en plusieurs tomes, et en même temps, elle a eu une vraie démarche d'aller chercher des acteurs pour les glorifier, pour les magnifier, pour les sublimer. Donc moi, c'est un grand oui, c'est vraiment un grand oui, c'est très beau, allez-y, je le recommande à 100%. Pareil, gros coup de cœur pour toi, Arthur. Ouais, gros coup de cœur, et d'autant plus surprenant que, comme l'a dit Sophie, et je suis tout à fait d'accord avec elle, personne n'en a vraiment parlé à Cannes. J'ai pas vu il n'a pas vraiment eu beaucoup de retentissement. Il faut dire qu'il était dans une sélection officielle qui était chargée de compétition officielle même. Compétition officielle qui était vraiment remplie d'excellents films. Donc forcément, il est passé un peu inaperçu, alors que c'est effectivement assez joli. Moi, c'est Sophie qui m'en parle depuis effectivement mai, et du coup, je l'ai vu il y a pas très longtemps, et je savais pas trop où j'allais me situer, et comment formuler ça de manière polie, j'ai chialé ma race. J'en étais sûre. Tu me connais, ça y est. Non, je trouve pas que le film est parfait, mais je trouve que le film est parfait en tout cas dans ses 2 premiers tiers. Comme l'a dit Sophie, c'est un film qui est divisé en 3 parties sur un espace de 20 ans. D'abord l'arrivée de la mère et de ses 2 enfants, puis dans un deuxième tiers, on va suivre l'aîné qui est maintenant adolescent, et pour enfin suivre le plus jeune qui lui maintenant est adulte. Et c'est un film qui va à chaque fois, chez ces 3 personnages-là, ces 3 arcs-là, ces 3 tiers-là, réfléchir à la construction, à la déconstruction de la famille, à la construction de l'identité sexuelle, et essayer de comprendre où se place sa liberté. Ce qui est hyper joli, c'est qu'effectivement, elle va explorer, tu l'as dit, le personnage de la mère, mais aussi des enfants. Et les deux enfants ont vraiment des parcours différents. Je trouve le dernier tiers peut-être un peu plus faible. Malheureusement, celui avec Ahmed Silla, qui est plus ancré dans une espèce de mise en scène, je sais pas, j'allais dire d'Ardenne, mais c'est pas vraiment ça, mais il y a un côté un peu plus... un peu plus social. Plus social qu'il n'y a pas dans les 2 premiers tiers, qui sont pour le coup, eux, d'une justesse et d'une beauté vraiment déconcertante. C'est le premier moment où elle traite vraiment de manière frontale le racisme. Oui, c'est ça, exactement, t'as raison. Le racisme actuel, alors que le reste, c'est vraiment... Dans les 2 premiers tiers, on l'a quasiment pas, alors que dans le dernier tiers, Ahmed Silla se fait un moment arrêter par la police juste de par sa couleur de peau. Alors que c'est pas des questionnements qui reviennent précisément de la même manière, en tout cas. Ils arrivent, mais pas de la même manière. Je trouve que c'est un film extrêmement beau. J'ai été notamment soufflé par Annabelle Langrande, que je ne connaissais qu'assez peu. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un de ses premiers rôles. Et elle est vraiment magnifique, mais quand je dis magnifique, c'est magnifique dans son jeu, dans ce qu'elle dégage, dans l'amour qu'elle a pour ses gamins, c'est vraiment magnifique. Et tu parlais d'Ahmed Silla, mais il faut parler de Stéphane Bach aussi, qui joue Jean, et qui pareil lui aussi dans une espèce de volonté de vouloir sortir du carcan familial, et où est ma place moi dans une société qui ne veut pas m'accueillir. C'est vraiment très très beau, un petit frère. Simon, un peu moins enthousiaste que tes camarades. Un tout petit peu moins, je vais dire immédiatement pourquoi, et après je reviendrai sur ce qui me passionne dans le film. Tout simplement parce que dès qu'on s'éloigne de la mer,
En fait, je trouve que l'écriture et le travail autour du personnage de la mère est tellement brillant, tellement puissant, dramaturgiquement, intellectuellement, socialement, que la suite, qui est de très très bonne facture, hein, entendons-nous bien, me paraît un peu en dessous. Mais encore une fois, c'est vraiment pour aller couper les cheveux en 4 ou pour aller sodomiser les drosophiles. Même sur le premier enfant ? Ouais. Okay. Oui, non, mais je trouve que déjà on perd un peu. C'est-à-dire que pour moi, la précision et la grande valeur du film, elle s'exprime dans ce premier tiers, ça tient dans le deuxième, et le troisième, c'est un petit peu en dessous. Mais moi, ce qui m'intéresse, avec un petit frère, c'est quand même cette question qui est quand même pas anodine. Tu nous l'as dit un petit peu, on a commencé à aller vers ce sujet-là, Sophie, quand on se dit, tiens, comment se fait-il que Léonore Serrail, après avoir fait Jeune femme en 2017, Jeune femme qui suivait une trentenaire, ruinée, brisée, pas trop bien dans sa peau, jouée par la brillantissime Laetitia Doche, mais qui est... c'est pas ce que je pense, mais c'est ainsi qu'on pourrait recevoir le film, qui est une espèce d'ultra caricature de ce que serait la femme boboïde parisienne. Bah, comment est-ce qu'elle peut passer à Petit Frère, à ce récit-là, et à ce point-là, bien l'investir et l'incarner? Pourquoi ? Bah, il faut revenir justement à Jeune femme. C'est parce que Jeune femme, c'est pas une histoire de motif, c'est pas une histoire de elle aime ci, elle aime ça, elle souffre, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est un personnage, certes, féminin de 30 ans qui vient de se faire larguer, qui a plus de boulot, qui est appréhendé d'un point de vue de classe, de lutte des classes. Comment son corps rentre sur le marché de l'amour, sur le marché de la vie, sur le marché du travail. Comment est-ce qu'elle se représente ça ? Et donc, quand Léonore Serrail va s'attaquer à un sujet qui peut sembler tout autre, bien grand et pas évident quand on n'est pas soi-même racisé ou descendant d'immigrés, et ben, tout simplement parce qu'elle va le faire. Quand bien même elle crée des personnages, quand bien même elle les pense en termes d'émotion, elle le fait en termes de réflexion de classe, et elle pense lutte des classes. C'est ce qui permet au film d'être intelligent, de rendre les personnages intelligibles. Et encore une fois, moi je fais partie de ces gens qui ne croient pas à l'universel, qui croient au commun. Et il me semble que le premier commun, quand on veut raconter des personnages qui ne sont pas nous, qui sont différents de nous et qui ont des parcours différents des nôtres, c'est de se rappeler quelles sont les violences et les logiques de classe qu'ils rencontrent. C'est ce qu'elle réussit énormément dans le film. Je trouve que ça s'amenuise un peu dans les deuxième et troisième tiers, mais vraiment, c'est un extrêmement beau geste de cinéma et beau en ce regard. Malgré une scène de fin hyper... Je suis d'accord qu'il y a un petit down dans le dernier tiers, mais la scène de fin est super forte parce que c'est une vraie confrontation, parce que c'est un truc qu'elle saupoudre tout le long du film qui est... Ouais, mais comment va être le combat intergénérationnel et comment les personnages vont vivre la France différemment. Et en fait, dans la confrontation mère-fils finale, moi, pareil, j'ai beaucoup pleuré parce que je trouve qu'elle arrive à dire par des trucs tout simples, encore une fois, d'universel ou en tout cas de commun, la nourriture, prendre soin de soi ou des choses comme ça, à revenir nous chercher tous. Et je trouve qu'elle a une écriture absolument magnifique. Et c'est très beau de conclure et de parler de cette notion de commun, parce qu'il ne faut pas oublier que le plus grand des communs, celui qui nous unit tous, c'est l'ouragan, puisque comme un ouragan. Merci Nicolas. Je vous remercie. Et vous, est-ce que vous êtes ma Stéphanie? Est-ce que vous êtes plutôt... Il y a que les gens de plus de 40 ans qui peuvent comprendre cette blague. Non, comme un ouragan, la tempête en moi a balayé. Merci, parce que j'en ai 36 et à chaque fois il me fait honte quand il dit ça. T'as 36 ans? Oui, t'en as un incendie que l'on ne peut plus arrêter. Et vous êtes plutôt famille je vous aime ou famille je vous hais? Vous pouvez nous dire ça à propos d'un petit frère dans les commentaires sur Twitter, sur Instagram ou partout ailleurs. Vous pouvez nous écrire parce que nous aimons bien quand vous nous écrivez. Et pour finir, eh bien, ce serait une sorte de famille je vous aime où mon père, ce héros, mais pas trop. Aftersun de Charlotte Wells, primé à la Semaine de la Critique et Grand Prix au Festival de Deauville. C'est l'histoire de Sophie qui se rappelle ses vacances il y a une vingtaine d'années en Turquie avec son père. Mélange d'extraits de films d'EV, de prises de vue fortement marqués par le souvenir et cette question, mais qui, en fait, était cet homme qui est mon père? Wish we could have stayed for longer. Me too. Aftersun de Charlotte Wells, et c'est un épisode qui se conclut en beauté.
Je sais pas, une Oh sorte là de truc là. de Nelson Montfort un peu pété du casque. Incroyable, Nicolas Martin, Oh, qu'elle puisse beauté. galber en commentaire. S'il vous Il est plaît. tendu, il est S'il tendu. vous plaît, arrêtez de mettre dans le commentaire que vous aimez les accents de Simon. Ils vont en faire de plus en plus. Là, c'est plus possible, c'est plus En gérable. tout cas, After Sun de Charlotte Wells, c'est une unanimité et c'est un home run. Je vous ai compris. Ah, eh ben c'est pas trop tôt. Alors, allez, on fait un tour de table puisque ce film a absolument convaincu tout le monde. Pourquoi faut-il absolument voir After Sun, Arthur? Parce que c'est absolument magnifique, que c'est un film avec une écriture d'une justesse que je trouve absolument dingue, qui est faussement léger, faussement facile, faussement anodin et qui va piocher dans des trucs d'une noirceur, d'une réflexion sur comment expliquer ça sans Il va pleurer. Je sens que t'es pas Tu loin. sais quoi? En vrai, oui. Mais je vois tes yeux un peu humides. C'est un film qui m'a bouleversé et en fait je vais vous dire la vérité, je trouve ça parfois plus difficile de parler des films qu'on aime que des films qu'on déteste. Et il y a parfois des films qu'on aime plus qu'à la raison sans trop pouvoir expliquer le pourquoi du comment et After Sun en fait partie. Et After Sun m'a fait chialer sur des trucs tout bêtes où on a en cadre le père et la fille qui s'enlacent et d'un seul coup la mise au point déroge de plus en plus vers un reflet derrière. Mais ça m'a bouleversé. Je pourrais pas expliquer, je pense que ça tient de l'écriture, comme je l'ai dit, vraiment, qui va essayer de raconter justement cette jeune fille qui essaie de comprendre qui était son père, quelle était cette relation, que s'est-il passé pendant cet été-là qui n'est pas anodin justement, mais où il s'est passé plein de choses, où elle a dû rater des choses parce qu'on ne sait jamais vraiment bien ce qui s'est passé. Et c'est là aussi toute la justesse de l'écriture de Charles de Vals. Et puis Paul Mescal. Paul Mescal, qui est l'acteur, on en parlait la semaine dernière, nommé aux Oscars c'est un de ses tout premiers rôles au cinéma, nommé en meilleur acteur. Vraiment, il est mais d'une finesse de jeu. Il y a quelque chose qui se dégage de lui de tellement doux et beau et en même temps triste parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans sa tête, mais il est loin en même temps, il est là. Enfin, c'est bouleversant. La façon dont Arthur a du mal à en parler, je trouvais très juste parce que After Sun, c'est un film qui passe son temps à nous échapper, Simon. Et c'est ça qui passe son temps à nous échapper et qui en même temps tape en plein cœur tout le temps. Eh bien, ça va avoir avec les deux raisons que je vais évoquer pour lesquelles il faut voir le film, parce que, voilà, faisons ce premier tour de table, tant ça nous a émus. La première, c'est peut avoir l'air idiot de dire ça, c'est parce que c'est un très bon film. Vraiment. Vous allez passer un moment de cinéma d'une finesse, d'une acuité, d'une intelligence et d'une humanité assez rare. Et le deuxième, eh bien, c'est aussi un peu bête de dire ça, c'est pour pécho. Parce que tout simplement, que vous y alliez avec des bâtard. hommes ou des femmes, il salit c'est tout. Non, mais il salit- tellement sensible, c'est tellement machin, mais je veux dire, allez-y avec des gens que vous n'êtes pas sûr de pécho. Non, bah, c'est sûr que c'est pas avec Babylone que tu vas choper de la meuf, hein, bref. Mais vraiment, Bon. mais comment souiller Sophie, s'il te plaît, rattrape-moi ça, par pitié. L'année dernière, A24 sortait After Young. Cette année, After Sun. Je pense qu'à chaque fois, il y a un pattern qui se crée dans l'émotion entre moi et le studio. Vraiment, je Et pense Simon qu'à vient de chaque faire fois- After Burp. Exactement. C'est exactement ça. Ouais, After Fart. Oh, Aïe. vous gâchez tout. C'est pour ça que vous nous aimez. Putain, j'allais dire Non mais que... c'est pas possible, soyons jolis avec ce film parce que moi j'ai fini, je l'ai vu, j'ai terminé de le voir il y a quelques heures et j'en suis encore vraiment retourné, quoi. C'était il y a 8 mois, donc ça y est. Hein. Bah, j'allais dire que c'était tout simplement un film qui, étrangement, comme After Young, parlait de la subjectivité du souvenir et de la manière dont on va capter des instants de vie, on va accorder genre beaucoup de temps et d'investissement émotionnel sur des quelques secondes et parfois genre éluder genre des heures ou des semaines ou quoi que ce soit et le film arrive à mettre de la légèreté dans le pathos ou du pathos dans la légèreté, j'arrive pas trop à savoir. Je pense que ça va être difficile de faire mieux déjà, genre c'est terrible hein, mais ça fait longtemps qu'un film n'avait pas eu autant de subtilité, que ce soit en mise en scène, en écriture ou en jeu, et c'est ça, en fait je suis d'accord avec toi Simon, c'est un bon film. Mais en fait, c'est juste, je vois pas comment on peut dire, même si on aime moins, même si on n'est pas touché, je vois pas comment on peut dire, ah, c'est un peu raté. Et je crois que ça faisait longtemps que je pouvais pas me dire ça sur En aucun sur point, une c'est œuvre. raté, ouais, je suis d'accord. Ouais. Tout va bien en fait, tout dans ce film va bien. Mais Ouais, peut-être, Simon. et là je vais revenir un petit peu plus sérieusement, moi quelque chose qui m'a bouleversé dans le film, je fais partie de ces gens, et je pense que tu te reconnaîtras dans ce que je vais dire, Alexis, qui ont un rapport à la dramaturgie, à la construction et à la mise en scène qui est fondamental. Moi, je veux qu'un film me dise « Salut !» Salut spectateur, voilà ce que je te propose, voilà comment je construis du langage, voilà comment j'interagis avec toi. Et en général, quand j'entends dire, parce que moi Cannes je l'ai vu à la 2e projection, et quand j'entends dire
ah mais tu sais, c'est vraiment un film qui est pas tellement dans la narration, qui est dans l'évocation, le machin. Je suis là genre, oh là 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 là, ça c'est la bonne excuse des gens qui savent pas raconter une histoire et qui veulent me faire une jolie lumière Instagram avec des gens qui sont là, non, justement pas. C'est un film qui est pointilliste, impressionniste, qui travaille à une question qui est presque insoluble. Comment, avec un art a priori plutôt narratif, on peut travailler l'évocation? Comment est-ce qu'on peut faire renaître une bouffée de sentiments, la couleur ou le goût du souvenir? Et moi, c'est ce que je trouve, en termes de cinéma, fascinant avec Aftersun, c'est que c'est un film qui me raconte l'avant. L'avant de la grande bascule, qui me raconte avant le gouffre, et qui me le raconte, encore une fois, par ce truc que nous connaissons tous, hein, hommes, femmes, jeunes, vieux, petits, grands, gros, ce que vous voulez, c'est le goût du souvenir, quand tout d'un coup, une odeur ou une couleur nous remémore quelque chose. Alexis. En fait, tu as totalement raison, Simon, et c'est un truc que vous avez de toute façon déjà à peu près tous soulevé, mais il y a quelque chose dans l'écriture du film qui est vraiment, vraiment très malin et très, très fin et très vrai, qui est que le souvenir, par essence, c'est fragmenté. C'est pas parfait, tout n'est pas justement à sa place et il y a forcément des zones d'ombre que le cerveau va essayer, parfois sans y parvenir, de combler. Et c'est ça que le film explore en fait comme représentation cinématographique. On voit bien qu'il y a quand même une ligne narrative derrière tout ça. Il y a un début, un milieu, une fin, mais c'est très dilué dans le temps. Et puis surtout, il manque des bouts d'informations en fait. Il y a des parcours, des évolutions plutôt psychologiques qui nous échappent. C'est-à-dire qu'on va voir l'avant, puis on va voir l'après, mais le processus de l'évolution est complètement escamoté. Et je dis ça notamment pour le personnage de Paul Mescal qui visiblement traverse quelque chose de dur, mais le film ne dira jamais ce que c'est en fait. Et ça, c'est quand même un geste qui est super fort et qui, pour moi, fait d'Aftersun, en plus de tout ce que vous avez déjà dit, un film universel. Et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un film où on est devant, on se dit ok, ouais, non, c'est bon, il n'y a rien à dire, ça bouge pas, c'est parfait. Mais le fait est que c'est pas juste ça. C'est un film devant lequel n'importe quel spectateur peut vivre ce qu'on a vécu. J'en suis persuadé. Parce qu'encore une fois, il n'y a aucune différence de nature entre regarder Aftersun et passer en revue des photos ou des vidéos de sa propre famille. Et où, à nouveau, on se retrouve face à une collection de bouts de souvenirs, de morceaux du passé qu'on peut agencer dans une narration, on peut reconstituer un fil chronologique, mais il manquera forcément des choses. C'est exactement la même chose avec Aftersun. On arrive à reconstituer un tracé, mais il manque des bouts. Et moi, je trouve qu'il y a en plus une idée de vraiment un plan qui m'a profondément marqué dans le film, qui est un des derniers plans, je ne dirais pas la nature précise de ce qui se passe, mais on a donc une image tournée en vidéo DV qui a donc été tournée par la gamine elle-même, et puis on a un panoramique circulaire qui nous montre la gamine en train de regarder la vidéo en question sur le canapé, et le panoramique se termine, et à la place de la vidéo qui était une vidéo du père, on a le vrai père. Et tout ça dans le même plan. Donc évidemment, il y a un truchement que je suppose être numérique, mais c'est quand même, en termes de construction et de sens, c'est super fort. Vraiment, c'est super fort. Ce qu'il faut ajouter, moi, c'est un film qui m'a vraiment bouleversé. Je suis très sensible à la mélancolie au cinéma. Et la mélancolie au cinéma, ça peut très vite être des portes ouvertes à la facilité, à quelque chose un peu trop sucré. Et à des tics, des tics de mise en scène un peu trop faciles. Et pour moi, je sais que vous ne serez pas d'accord tous autour de cette table, mais je trouve que c'est exactement la bascule qui fait que je sors de Call Me By Your Name, où je trouve que tous les potards de la mélancolie sont tellement poussés à fond qu'à un moment donné, je ne suis plus touché par ce que ça raconte. Aftersun est d'une précision. Et quand on parle de mise en scène, puisque le personnage central est celui de la fille, de Sophie, la façon dont l'image de son père ne cesse d'être répercutée dans les reflets, tournée à l'envers, au plus près de la peau, jamais prise totalement dans son intégralité. Et il y a vraiment là quelque chose dans la construction des plans qui est viscéral. C'est-à-dire qui n'est pas un geste de mise en scène où on se dit « waouh ». C'est un beau geste de mise en scène, mais qui est exactement ce que tu disais, Alexis, c'est-à-dire une forme d'impression et d'impression à l'écran de ce qu'est la nature même de nos souvenirs. Et ça, je trouve ça, mais vraiment sidérant. C'est-à-dire que c'est un geste de cinéma pour un premier film. Je trouve ça d'une maturité cinématographique absolument sidérante. Oui, alors... dans le prolongement de ce que tu dis, moi j'ai envie là de m'adresser à celles et ceux qui nous écoutent. Dites-vous bien, et ça c'est quand même pas pour un premier film, pour n'importe quel film c'est exceptionnel. Ce qu'il y a de très fort avec Aftersun, c'est que si vous avez envie de l'explorer par un biais cinéphile, de vous dire tiens, je veux essayer de remettre à jour pour moi le réseau de symboles, le rhizome, dirait Deleuze, qui constitue le film, il y a matière à le faire. Il y a matière à le faire, c'est excellemment bien construit. Et puis, si vous avez simplement envie d'être touché, d'être ému
par un récit, par la surface de ce récit, et je le dis pas de manière péjorative, dans le sens superficialité, mais littéralement, juste par ce qu'il va vous donner de pure émotion, eh bien, vous allez passer un très grand moment. Et en cela, moi, ce qui achève de me bouleverser avec Aftersun, c'est qu'il me semble que c'est un film qui a cela de généreux, de partageur, et de partageur, qu'il peut être aimé à la folie si on est passionné par comment se passe la mécanique, sinon des rêves, en tout cas des films, et en même temps, parce qu'on peut se faire rouler dessus absolument, parce qu'on a envie de se voir un beau mélo. Et littéralement, c'est quelque chose qui rassemble les différentes manières d'aimer le cinéma et de s'y retrouver, et je trouve ça important. Et c'est un film universel en ce qu'il, je pense, parle à tout le monde et renvoie à nous toutes et à nous tous à des expériences de vie. Moi, je sais que la jeune Sophie, avec les plus grands, le regard qu'elle porte sur les adolescents un peu plus grands, elle ne peut pas boire d'alcool, elle est fascinée par ses corps qui commencent à se désirer, elle est un peu... Mais ça me renvoie à des trucs tellement intimes qui vibrent tellement fort que tout de suite, ça touche en plein et ça touche hyper juste, quoi. Mais c'est peut-être là où l'écriture est encore plus impressionnante, c'est qu'on a beaucoup parlé de se replonger dans ses souvenirs pour essayer de comprendre qui était le père. Parce qu'en fait, c'est ça un peu le propos. Hein. C'est Sophie qui essaie de se rappeler qui était ce père il y a 20 ans, et est-ce que j'aurais pu me douter de quelque chose, et donc on ne sait jamais vraiment bien ce qui s'est passé. On sait qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait pas vraiment quoi. Et la question, c'est est-ce que j'aurais pu me douter de quelque chose, et est-ce qu'on se comprenait ou pas, et non, pas trop. Mais en fait, le film est aussi, alors c'est un anglicisme, je sais pas comment on dit en français, mais c'est aussi un coming of age, un film un passage à l'âge adulte. C'est ce que tu viens de dire sur non, un venir à l'âge. Un venir à l'âge, tout à fait. Sur effectivement le fait d'avoir des amis plus âgés, de découvrir ce que c'est que d'avoir ce petit truc de on s'embrasse et on copie les grands, etc. Et de traîner avec des plus grands, et en même temps d'essayer de se débarrasser du père, et en même temps de quand même être trop jeune pour ne pas être tout le temps avec lui. Et en fait, elle cumule ces deux pans-là en même temps, en permanence, le tout dans une structure qui est fracturée parce que c'est des souvenirs. C'est brillant. Oui, et puis il y a autre chose, moi, que je trouve, qui me séduit vraiment, c'est que des films qui vous parlent du rapport père-fils ou du rapport mère-fille, on a un certain nombre en tête. Tomber juste sur ce rapport père-fille, père-jeune-fille, et ce lien qu'il y a entre les deux. Je cherchais des exemples quand je regardais le film, j'en ai pas en tête, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir été à ce point-là touché par... Mad Max. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, mais Somewhere. Ouais, mais alors, niveau narration conventionnelle, ça se pose là quand même. D'accord, je pensais à Common, c'est pas relation père-fils exactement, mais on a un peu ce genre de duo. Non, il y a père-fille, vraiment. Là, il y a quelque chose entre les deux qui fonctionne merveilleusement bien, qui est d'une tendresse et avec ce léger décalage. Il y a un de mes films préférés qui est une relation père-fille qui est Paper Moon, si vous l'avez pas vu. J'ai oublié le titre en français. Paper Moon de. Si, c'est à l'HB, non. C'est de Peter Bogdanovich. Ouais. Le français, c'est La Barbe à Papa. La Barbe à Papa. Mais on est sur un autre type de relation, on est sur un road movies. Mais en effet, ce qui est très rare, c'est d'avoir En fait, il y a une scène qui m'a brisé le cœur parce que, en effet, on est sur un coming of age et normalement, c'est le moment de l'indépendance. Et là, on ne sait pas si c'est par la subjectivité, entre guillemets, de la grande Sophie, ou en fait, il y a un moment où elle va encore chercher son père. On ne sait pas si c'est qu'elle projette que son père lui manque d'une certaine manière et que donc elle se dit à ce moment-là, j'avais besoin de lui, ou si elle est encore dans ce dernier moment d'enfance où elle dit, s'il te plaît, reste encore un peu parce qu'en fait, tant que tu es là, je suis enfant. Et ça, c'est un sujet qui est hyper touchy, hyper triste, parce que en fait, c'est encore une fois un film sur une sorte de double deuil, sans vouloir... Parce qu'encore une fois, on sait rien, on sort tous avec des explications différentes de la fin du film, mais dans tous les cas, on sait qu'il y a une perte d'innocence, une perte de rapport, une perte de quelque chose. Ou simplement le dernier été où ce lien existait. Je pense que c'est de ça dont ça parle. C'est le dernier été où elle est encore suffisamment petite pour que ce lien existe d'une certaine manière. De cette manière-là. Pour moi, je trouve que ça transparaît dans... Justement, on disait tout à l'heure que c'était un film qui était doux, qui paraissait faussement léger, etc. Il y a quelques moments où la douceur disparaît pour laisser apparaître la noirceur. Il y a des scènes extrêmement difficiles. Enfin, moi, la scène du karaoké, je l'ai très mal vécue.
La scène du karaoké, j'ai très mal vécu. Il y a un moment aussi où, avec le balcon, il y a des moments où justement ressurgissent un peu la difficulté du quotidien de ce que peut être adulte sans son père, justement. Et c'est là-dessus où, encore une fois, c'est assez exceptionnel. Moi, j'aimerais bien savoir à quel degré Charlotte Wells a puisé dans ses propres souvenirs et dans sa propre expérience, quoi. Parce que c'est vrai que cette séquence du karaoké, ça me paraît trop précis, en fait, pour avoir été imaginé par une scénariste, quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est un souvenir précis qui est revenu, et c'est tellement vrai et tellement violent comme séquence, quoi. Je sais pas, il y a quelque chose qui me perturbe, en fait, et ça me fait du bien aussi, moi, en tant que spectateur, que de me dire ok, qu'est-ce qui découle de quoi, en fait, dans ce film là. Mais ce qui est intéressant, cette scène de karaoké, ça m'évoque ça, c'est-à-dire que c'est la façon dont le film et dont Charlotte Wells à des moments assume totalement la longueur de ses plans. Le karaoké, la chanson est filmée en entier. Fais penser à cette scène incroyable où elle laisse le Polaroid se développer. Et ça, c'est d'une élégance. Avec le discours vraiment hors champ entre le père et la fille. C'est des choix, moi je trouve, d'une maturité et d'une précision qui, effectivement, tu te dis, c'est lié à des souvenirs où c'est viscéral, ça peut pas être autre chose, ou si c'est autre chose, c'est incroyablement et en même brillant. temps, on se projette tellement tous dedans mais que... bien sûr, je veux dire, c'est un film qui nous parle de nous, quoi. Mais parce que, à mon sens, il y a au centre du film une idée, un concept dont on a parlé d'ailleurs il y a pas longtemps, Nicolas et moi. On va mourir. Non, pas du tout. Oui, non, pas du tout. Alors que nous grattions des astros et qui me disaient Bélière, qu'est-ce que c'est? Et je disais c'est comme le Torao. Enfin bref, non, tout simplement, qui est un. Je comprends pas du tout cette vanne. Non, elle est nulle. Moi non plus, j'ai essayé de la prolonger, ça marche pas. Non, mais très sérieusement, un truc dont on a causé tous les deux, qui pour moi est incroyablement bien illustré par le film, c'est cette idée de la grenouille dans la casserole. Parce qu'on est face à une température qui monte très progressivement, une température émotionnelle, une tension humaine qui ne fait qu'avancer. Et si vous voulez, moi je suis jamais face à un film, enfin je pense que c'est pareil pour vous, qui me dit « Attention, il va se passer des choses terribles !» Et pourtant, passé 30-40 minutes, je sais que nous avançons, nous progressons vers une forme d'inéluctabilité qui va me ruiner le cœur, qui va me rouler dessus. Et le film arrive à le faire sans me laisser vraiment, des mines antipersonnelles dans la narration pour bien me le signifier. Et en cela, vraiment, c'est une leçon, encore une fois, de narration impressionniste, faussement déconstruite. C'est admirable. Alors, juste pour dire un mot, pour expliciter ta référence, on parlait de ça pour un film, moi, qui me touche beaucoup et que je vous suggère, qui s'appelle Speak No Evil de Christian Davdrup, qui est un film, qui est un thriller psychologique familial d'une violence qui est très dur, inouïe, mais d'une dureté terrible. On en reparlera peut-être. Si vous le regardez, soyez bien accrochés à votre siège, parce que c'est vraiment un film d'une cruauté inouïe, mais qui passe à cause de ce système de la grenouille à la casserole, la grenouille dans la casserole. C'est le titre de ma sextape, la grenouille dans la casserole. Voilà. De la grenouille dans la casserole, mais ça n'a vraiment strictement rien à voir avec Aftersun. Aftersun, ce que disait Simon Arthur, et ce qui est brillant dans ce film, c'est qu'effectivement, on sent que le mélodrame est juste, il affleure, il est juste là, mais pour autant, il ne sera jamais explicité. Et pourtant, il transpire de plein d'endroits, mais sans jamais qu'à un moment donné, il soit frontal, et sans jamais qu'à un moment donné, on lui donne vraiment pied dans la narration. Alors moi, j'ai un truc à dire justement par rapport à ça, et on est sur de la comparaison de films. En fait, dès le début, on a l'impression, on a ce feeling que quelque chose va mal, que la relation va mal, ou que le film nous amène vers du mélodrame pur et dur, mais... En fait, on a des tropes de cinéma dramatique, surtout sur les relations parents-enfants, surtout quand l'enfant... Des fois, c'est même quand il est adulte, mais quand l'enfant devient l'adulte de la relation. Je pense notamment à The Father, qu'on a eu l'année dernière. Oui, The Father et... Il y a 2 ans, The Father. Il y a 2 ans. Et celui de Viggo Mortensen. Falling, on avait The Sun et Falling qui sont... Non, pas The Sun, The Father. The Father et Falling qui sont en fait ces moments où, qu'on aime les films ou pas, en fait, il y a toujours ce truc de le pleur, le cri, la confrontation entre les deux personnages qui vont se dire leur vérité. Et là, je pouvais pas m'empêcher de me dire ça va arriver, il va y avoir ce moment de désespoir et de rupture. En fait, c'est toujours des films de rupture, en fait, le moment où l'enfant regarde son parent comme non plus une figure d'autorité, mais juste comme une personne comme les autres. Et là, en fait, ce qui est hyper beau, c'est que plus ou moins ce moment n'arrive jamais,
parce qu'on est justement sur cet accrochage au souvenir. Ça me rend ouf, en fait. Pareil, je suis en train de me mélanger, de le revivre, d'avoir la boule dans la gorge et de me dire, il faut que j'aille le revoir. Et juste, il passe sur très peu de copies. Oui. Ouais. S'il vous plaît, Une centaine de copies en France, allez-y. Peut-être qu'une Dans des les clés... cinémas indépendants, pas dans les grands circuits. Donc vraiment, donner un coup de pouce à ce film, c'est vraiment important, Arthur, pour conclure. Peut-être qu'une des pistes pour comprendre l'intelligence du scénario et de voir comment est né ce scénario, elle a expliqué en interview à plusieurs reprises qu'en fait, elle a retrouvé une photo d'elle, quand elle avait 5 ou 6 ans, assise au bord d'une piscine en Espagne, avec une femme au loin. Elle s'est dit, tiens, mais qu'est-ce que pourrait raconter cette photo-là? Et donc de là, elle s'est replongée dans ses souvenirs, pas forcément sur son père, pas forcément sur des vacances, mais juste des souvenirs. Et elle a écrit 2 pages. Et de là, elle a dérivé des petits arcs, des petits trucs. Et en fait, tout vient d'elle et en même temps, rien ne vient vraiment d'elle parce que tout est imaginaire. C'est peut-être là où en fait, elle réussit à être aussi juste. C'est qu'en fait, elle ne parle pas vraiment d'elle, mais elle parle de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on a tous ressenti un peu. Je paraphrase un peu ce qu'on a dit plus tôt, mais voilà. Le postulat, c'est juste qu'elle a trouvé une photo d'elle et c'est pour ça que la photo est aussi présente dans le film. Et voilà, je trouve que c'est vraiment très malin. Comme vous aurez compris, vraiment, on vous recommande infiniment et chaleureusement d'aller voir After Sun de Charlotte Wells. C'est un film qui se soutient. Allez le voir dans les petites salles près de chez vous. Faites du bouche à oreille et donnez-lui le succès qu'il mérite. Et puis, comme d'habitude, en commentaire, vous pouvez me dire est-ce que vous êtes plutôt crème avant ou après solaire. C'est des choses importantes parce que l'hygiène de l'épiderme, eh bien, vous le savez, ça compte. Nous arrivons à la fin de cette émission et vous, auditrices, auditeurs assidus, vous vous dites « Mais il ne parle plus jamais de films de patrimoine ou de ressorties ou de sorties Blu-ray ». Je tiens immédiatement à vous rassurer, nous allons continuer à nous intéresser aux films dits anciens, mais dans un tout nouvel épisode qui sortira désormais le lundi matin et qui sera consacré aux films anciens. Lundi, nous vous parlerons de Shutter Island de Martin Scorsese qui ressort en édition Blu-ray 4K chez Paramount Home Entertainment. Patience! C'était très bien, c'était parfait, c'était très bien, alors très bien. Il en reste un petit peu. On vous le laisse. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres sujets, d'autres éléments culturels dont vous voudriez nous parler? Moi, il y a 2 disques qui ont vraiment bercé mon mois de janvier, dont je voulais parler très rapidement. Très différents et en même temps qui se lient un peu, vous allez voir. Pour commencer, le nouvel album de Mac DeMarco, que beaucoup de gens connaissent ici, qui a, dans les années 2010 se fait un nom dans du rock lo-fi et puis qui s'est réinventé en 2017 avec un album plus folk, moins électronique, plus concret, plus beau. En 2017 avec This Old Dog et en 2019 avec Here Comes the Cowboy. Et puis, là, début janvier, sans prévenir, il a sorti un disque instrumental, sans chant, de pistes qu'il a enregistrées ici et là pendant qu'il parcourait les États-Unis. Ça dure 35 minutes, c'est d'une douceur folle et c'est vraiment très beau. Et un autre disque que je vais mettre en parallèle parce qu'il m'a vraiment pris de court, c'est le nouvel album de Lil Yachty. Lil Yachty, je sais pas si vous connaissez un peu le rap, c'est ce rappeur qui a des dreads avec des grosses perles rouges, qui a une voix autotunée un peu aiguë, où on comprend pas grand chose parce qu'il articule pas façon Travis Scott, mais encore Alors il va falloir être plus précis. Bref. Qui est connu pour le mumble rap, qui a toujours mélangé un peu les genres, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on voit dans le rap actuel, mais voilà, qui revient avec un nouvel album qui est de façade assez incompréhensible puisque c'est un album de rock psyché. Mais en fait, quand on connaît le bonhomme, c'est pas du tout si surprenant que ça. Et je faisais un pont entre les deux parce que effectivement, Let's Start Here vient juste de sortir, mais il se trouve que sur le 6e morceau, il y a Mac DeMarco qui a fait une guitare. Donc, il y a des ponts. Juste ce disque, si vous n'aimez pas le rap, jetez-y une oreille parce que c'est une espèce de Tame Impala, un chouille plus bourrin parfois, un peu moins subtil par moment, mais où à la place de Kevin Parker au chant, on a un rappeur qui ne rappe pas, mais qui ne sait pas bien chanter non plus, qui fait une autre proposition. C'est un objet vraiment particulier que j'écoute en boucle depuis 3 jours et que vraiment je vous recommande juste par pure curiosité. Et sinon, le Mac DeMarco est vraiment sublime. Five Easy Hot Dogs de Mac DeMarco, c'est chez Max Record Label. Et l'album de Lil Yachty, Let's Start Here, c'est chez Quality Control Music et à la Motown. Simon. Eh bien, depuis 4 jours, depuis la fin du festival de Gérardmer, j'ai lu donc les 25 000 pages de C'est la fin du monde et c'est tout. Non, c'est pas vrai. Je savais que je parlais du porno de Michel Houellebecq que tu as pu voir en avant-première. Non, ça c'est ce que j'arriverai à faire dès que je me serai retiré ces 4 côtes qui m'empêchent de me regarder le fondement dans le fond de l'œil. mais non, plus sincèrement, j'ai eu envie justement de revisiter un jeu, à savoir Metal Gear 5 Phantom Pain. Et il se trouve que c'est un jeu vidéo que j'avais dû tester, donc j'ai dû le rusher, j'ai dû le traverser très vite. Bon, alors je vais pas refaire toute l'histoire des Metal Gear Solid, je dirais simplement pour ceux qui nous intéressent que ce sont des jeux d'infiltration et que
cet épisode Phantom Pain introduisait une rupture absolue dans l'économie, dans le système de jeu, à savoir le monde ouvert. Parce que s'introduire dans un système de jeu, on va dire, scripté, arrêté, posé, c'est une chose, mais quand le monde est ouvert, ça change plein de trucs. Et ça change quoi ? Ça change, au-delà du scénario du jeu, qui est d'une poésie incroyable, ça change une technique énorme, ça s'appelle le gameplay émergent. Qu'est-ce que c'est le gameplay émergent ? Eh bien, en fait, quand des gens qui font un jeu se disent « Tiens, oui, voilà, pour être discret, il faut ne pas faire de bruit, il faut que le joueur ne fasse pas de bruit. Tiens, pour empêcher une voiture de démarrer, il doit crever les pneus. Tiens, pour pouvoir monter sur le plafond, il faut qu'il y ait telle hauteur, etc. » En fait, quand votre jeu est très riche, il se passe un truc, c'est que vous ne pouvez pas anticiper tout ce que le joueur va faire. Si tout d'un coup, le joueur gare une voiture contre un bâtiment, pose une caisse dessus, tire en l'air et, je sais pas moi, montre ses fesses, le jeu va peut-être réagir d'une manière particulière. C'est ce qu'on appelle le gameplay émergent. C'est-à-dire que les développeurs du jeu ont prévu un éventail de possibilités, mais qui, de par la nature ouverte du jeu, peut être sans cesse réinventé par le joueur lui-même. C'est-à-dire que le joueur invente des systèmes de jeu. Et je le savais, je l'avais effectivement un petit peu découvert en le testant, et là maintenant le jeu a quelques années, il a quoi, 7-8 ans facile, mais en repassant dessus, je découvre que Metal Gear Phantom Pain est probablement une des plus immenses et une des plus gigantesques leçons de créativité, d'ouverture, et presque j'ai envie de dire de remise en cause ou de réflexion sur ce que c'est que la philosophie du jeu vidéo. On peut dire que c'est le dernier Metal Gear de Kojima ? Oui, puis donc le vrai dernier Metal Gear, parce que tu fais bien de me le rappeler, effectivement, Hideo Kojima a été connu pour avoir été viré du jeu avant d'avoir pu le terminer. C'est-à-dire que si vous jouez à Metal Gear Phantom Pain, qui était censé être le point terminal d'une immense saga vidéoludique, et ben ça se termine avant la fin. Parce qu'à un moment, ils ont fait « Hey Hideo, tu vois la fenêtre ? Attends, hop, chope-lui les pieds !» Et puis là, ils ont fait « C'est bon, on le sort !» Et bah du coup, il manque la fin. Donc Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, c'est chez Konami Digital, prévu sur PlayStation 4, mais ça marche aussi sur les PlayStation 3, sur la PlayStation 2, sur la... Non, pardon. C'est la PlayStation 4, 3, Xbox 360, et même sur Microsoft Windows. Sophie, un mot également ? Oui, je voulais juste vous conseiller le dernier sketch show réalisé par Thomas Combré, qui a réalisé nos petites capsules vidéo pendant le festival de Gérardmer. Et qui ont fait des gros pixoux. Voilà, donc il y a un mois, il a sorti un sketch show et il en repartage régulièrement sur sa chaîne Instagram. Je vous conseille d'aller voir. Ça s'appelle Sans Alcool et c'est super marrant, c'est super cool et c'est plein de talents comme les Thomas. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, suivre ses contenus. Et donc oui, c'est un peu de la promo pour les copains, mais quand ils sont talentueux, il faut le faire. Et donc, vous pouvez retrouver donc, ces pastilles de Thomas Combré Sans Alcool, et on vous mettra évidemment les liens sur nos réseaux dits sociales. Moi, si vous avez la chance de passer à Paris ou de vivre en région parisienne, vous avez jusqu'au 5 mars pour aller voir une exposition littéralement vertigineuse au musée Mayol. C'est une exposition consacrée à l'hyperréalisme, sous-titrée « Ceci n'est pas mon corps ». Allez-y, c'est vraiment extrêmement impressionnant parce que donc ce sont globalement des sculptures humaines qui travaillent au plus près la vraisemblance de la texture des peaux, des cheveux, des yeux, de la nudité, de la vieillesse, de la jeunesse. Vous y trouvez des sculptures vraiment d'hyperstars dans le genre de l'hyper-réalisme. Ron Mueck, Georges Segal, Mauricio Cattelan, Berlinde de Brucker. Les échelles changent. Parfois on se retrouve face à des géants, parfois à des nains. C'est vraiment une sorte de mise en abîme et de vertige de se retrouver face à ces créatures inanimées qui ont tout également, exactement et presque trop du réel. Je vous le conseille vraiment, c'est dérangeant, c'est freaky, c'est passionnant, c'est captivant. Ça se passe au musée Mayol. Vous avez jusqu'au 5 mars pour y aller, pour aller voir cette exposition hyper-réalisme. Ceci n'est pas un corps. Voilà, c'était bien notre 4e épisode hebdomadaire de Réaliser sans trucage. On espère que vous étiez bien. On se retrouve en vrai, en chair et en os. Oui, nous serons là, toute l'équipe, au cinéma L'Arlequin, jeudi prochain à 20h pour une séance spéciale crossover Réalisé sans trucage versus Hurlequin, avec une projection de The Thing de John Carpenter. Pensez à réserver vos places parce que, pour être tout à fait honnête, elles partent assez vite et peut-être que ce sera difficile d'en trouver le soir même. On se retrouve en virtuel sur les plateformes de podcast, bien sûr, ou de streaming, sur nos réseaux sociaux @RSTrucage sur Insta et Twitter,
Twitter en attendant d'être sur LinkedIn et sur adopteincinéphile.com. On se retrouve lundi pour l'épisode Shutter Island, vendredi pour les sorties de la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, si c'est au cinéma, c'est que c'est vrai. Jusqu'à preuve du contraire, et c'est réalisé, évidemment, sans trucage. Bye les amis et gloire à ma mère. Bisous maman si t'as tenu jusqu'au bout, je suis pas sûr, mais je t'embrasse quand même. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au 4e stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache! Moi je vais être en retard au lycée! Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, ce soir. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Arrivederci! E buon viaggio!